Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Aujourd'hui, on a une invitée, parce que là, on s'est dit, on a regardé nos 26 premiers épisodes. C'est juste des discussions entre boys, ce qui est bien correct aussi. Mais là, on s'est dit, ça serait intéressant d'inviter une fille sur le podcast, peut-être pour avoir un point de vue différent sur la nutrition, sur l'activité physique. Et donc, on a été allé piger dans notre répertoire de gens qu'on connaît dans le bac en nutrition. Puis là, on s'est dit, ben là, y a-tu quelqu'un qui est intéressant qui pourrait venir nous parler d'activité physique puis de sport qu'on connaît peut-être un petit peu moins? Fait qu'on a demandé à Lucrezia de venir au podcast aujourd'hui. Fait que, comment ça va, Lucrezia, ce matin? Ça va très très bien, merci. Merci de m'avoir invité. J'étais vraiment curieuse de venir puis de participer à votre projet là, donc je suis bien contente. C'est Ouais, parfait. fallait trouver quelqu'un d'intéressé, puis qui nous aille pas trop la face non plus. Ouais, Fait que le révolu est tombé sur toi. ouais, c'est ça. Ce qui était un petit peu plus difficile à faire. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tout simplement, on va faire comme on fait avec les autres invités d'habitude. On va commencer un petit peu. On va te laisser te présenter, puis y aller plus dans un angle où tu présentes ton introduction, dans le fond, au sport, l'activité physique, la nutrition. Fait que je vais vraiment te laisser carte blanche pour ça, là. Ok. Du coup, c'est ça, mon nom, c'est Lucrezia. Je fais du sport depuis toujours. En fait, j'ai vraiment toujours pratiqué différents sports depuis que j'ai 4 ans. C'est genre mon plus vieux souvenir. Et ça a tout le temps été des sports différents. Et depuis plus récemment, donc comme votre chaîne un peu genre musculation, salle de sport et tout, ça c'est un peu plus récent. Mais c'est ça. Pour les sports plus différenciés que tu disais, genre on va en parler plus tard. Mais c'est ça, je pratique aussi des sports maintenant qui sont moins communs, surtout ici au Québec. Donc ça va être le fun d'en parler un petit peu, de voir aussi comment les autres voient ces sports-là qui sont moins connus. Et niveau nutrition, ben ça, comme tu as dit, j'étudie au bac avec vous. Et j'ai toujours aimé la nourriture, mais la nutrition en tant que telle, ça aussi, c'est une passion qui est devenue un peu plus récente avec au cours du bac même. J'ai comme appris à plus aimer la nutrition. Mettons, tu dis au niveau de la nourriture, c'est quoi qui t'intéressait avant? C'était comme plus de faire de la cuisine? C'est quoi qui t'intéressait plus, genre? Mais j'ai toujours aimé manger. En fait, non, c'est pas vrai. Quand j'étais petite, j'étais extrêmement difficile. Je mangeais presque rien, mais j'aimais quand même ce que je mangeais. Et chez moi, il y a toujours eu la culture de... Ben ça, je suis née en Italie. On a immigré ici quand j'avais 4 ans, mais chez moi, il y a toujours eu la culture de cuisiner en famille. Quand mes parents cuisinaient, moi j'étais là, j'aidais, on faisait du pain à la maison, des pâtes à la maison. Et même quand je retourne en Italie, c'est toujours ça dans ma famille. Donc la nourriture, c'était vraiment quelque chose de plaisant pour passer des moments avec les gens qu'on aime. Donc c'est pour ça que j'ai toujours aimé ça aussi, parce que c'est toujours rattaché à des bons souvenirs pour moi. Donc en grandissant, j'ai appris à aimer plus de choses, surtout à travers des voyages que j'ai faits. Mais ça a toujours été plus côté, comme tu disais, genre cuisine, plaisir, pas tant nutrition, science. Et c'est ça, l'amour pour comme la nutrition vraiment, puis comprendre, relier genre le plaisir à la science, aux connaissances, c'est venu un peu plus tard. C'est-tu justement quand tu as commencé à faire d'autres sports que là, tu t'es rendu compte que c'était important d'aussi comprendre les bases en nutrition ou c'est quand c'est arrivé ça? En fait, c'est pas mal arrivé en même temps que le bac, je te dirais. Donc 2000, en fait 2020, je serais capable de le situer. Mon père a eu un gros accident, donc j'ai failli perdre mon père. Et ma façon de comme gérer le stress, a été de cuisiner au début. Donc je faisais juste cuisiner. Et après, j'ai commencé à m'intéresser aussi. Ok, là, je fais juste cuisiner, mais c'est quoi que je cuisine? Donc, je commence à regarder qu'est-ce qu'il y a dans les aliments que je prépare, qu'est-ce qu'il y a dans les aliments que j'achète. Et après, chez moi, on a quand même toujours fait attention à la qualité de l'alimentation. Donc, tu sais, c'était quand même, il y avait toujours des légumes, il y avait toujours des fruits. Donc ça a toujours été présent, mais c'était juste comme normal pour moi. C'était pas quelque chose que je me réfléchissais, je me disais, oh, il y a une raison pourquoi mes parents font ça. Je me disais, ok, c'est juste, ils m'offrent comme plein d'aliments pour être en santé, mais pas plus que ça. Donc, c'était pas du tout relié au sport. Et c'est ça. Donc, j'ai commencé à plus m'intéresser, à faire des recherches, essayer moi aussi d'améliorer mon alimentation. Et vu que là, j'ai repris le sport, parce que on va y revenir plus tard, j'imagine, mais pendant un moment, j'ai arrêté de faire du sport. Vu que là, j'avais recommencé, je me disais, OK, je veux vraiment bien faire les choses. Donc, je vais me concentrer aussi sur la nutrition reliée au sport, puis bien manger, pourquoi je fais ça. C'est intéressant au moins que tu étais capable de partir avec une base en cuisine qui était déjà meilleure que la moyenne, j'imagine. En tout cas, pour les gens au Québec, là, c'est sûr que c'était peut-être au-dessus de la moyenne parce que c'était déjà en mesure de comprendre que, OK, si tu veux cuisiner quelque chose, il va tout le temps avoir des fruits, des légumes, il va tout le temps avoir des grains entiers qu'on a beaucoup en Europe, en Italie. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis après, Dans le fond, moi, je suis curieux, parce que
sais, Will, t'as assumé un petit peu, genre, c'était quoi la composition des repas, mais comme en Italie, mettons, quand vous dites comme un repas, est-ce que c'est typiquement pas mal différent de ce qu'on retrouve comme ici, typiquement, mettons, au Canada? Puis quand, mettons, pour vous, un assiette comme santé, est-ce que c'est similaire ou typiquement c'est un peu plus différent, ça contient autre chose, mettons? Là, j'ai plus parlé par expérience personnelle parce que j'ai pas regardé, c'est un guide, il y a probablement un guide alimentaire en Italie, mais je le regarde pas vraiment parce qu'on dirait que pour moi, c'est juste, je vais aller chez ma famille, je vais manger ce qui est préparé. Mais c'est un peu différent dans le sens que, je saurais pas comment l'expliquer. Tu sais, c'est très familial déjà, c'est très social. Et c'est juste comme essayer d'avoir des produits frais dans l'assiette et manger ce qu'on aime en même temps. Donc, il n'y a pas vraiment de règles ou comme, OK, il faut absolument qu'il y ait ça. Puis, de base aussi, les produits qu'on a, c'est des produits moins transformés, c'est des produits plus frais. Tu sais, vu que on est quand même dans un climat plus tempéré que le Canada, on va dire moins froid, vraiment très, très, très moins froid l'hiver. Tu sais, par exemple, si je pense à quand je vais voir chez ma famille aussi, mon oncle, il adore cuisiner. Donc, moi, quand je suis là, c'est tout le temps le festin à tous les jours. Fait que c'est peut-être aussi moins représentatif de ce qu'il mange à tous les jours. Mais souvent, le midi, il va y avoir une salade avec un repas froid ou juste genre des pâtes avec un peu de protéines, ça peut être du poisson, de la viande hachée, des choses comme ça. Mais il y a très souvent des salades, des fruits. Tu sais, on va prendre du yogourt si on a envie. C'est très intuitif un peu de ce qu'on a envie de manger sur le moment et en fait si ça va bien dans l'assiette aussi. Bon, ça se peut que des soirs, ça soit juste fromage, pain, pâtes. Puis ça va être ça ce soir-là. Mais tu sais, la qualité des produits est tellement supérieure que même si peut-être cette soirée-là, t'as pas de légumes ou des choses comme ça, au final, t'as quand même d'autres nutriments qui viennent juste à cause de la qualité de la nourriture et du fait que c'est moins transformé. Et par exemple, sur l'heure du midi, ça peut être un peu plus léger. Donc, ça peut être, je sais pas moi, juste comme un petit sandwich avec une salade sur le côté. Donc, c'est vraiment se compenser au fur et à mesure de la journée. Ok. J'ai une question qui m'est venue en tête pendant que tu parlais. Euh, Ouais. Mettons, là, les pâtes en Italie versus les pâtes ici, mettons. Ouais. Mettons, là, on va dire les meilleures pâtes que tu as jamais mangées de ta vie. On va dire, j'imagine que c'est en Italie ou ceux que tu prépares ici toi-même. Versus, genre, des pâtes blanches, genre, bien normales, Catelli. Genre, c'est à quel point c'est meilleur, genre. Ben, je pense que c'est plus la préparation en général qui est meilleure. Ok. Moi, les meilleures pâtes que j'ai mangées, je pense que c'est vraiment celles de mon oncle. Il cuisine, genre, quand c'est lui qui cuisine, moi, je suis vraiment, genre, aux anges parce que c'est tellement, tellement bon. Mais c'est sûr, moi, j'ai tout le temps acheté Barilla ici, donc la boîte bleue. Parce que c'est celles qui sont plus similaires à celles en Italie, puis ça se trouve en Italie aussi. Mais je pense que c'est juste la façon de les préparer qui va beaucoup changer. Déjà, moi, je mange pas de pâtes ici au restaurant, donc genre j'en achète jamais. Fait que je peux pas dire ici ça goûte quoi. Genre, je refuse catégoriquement de payer pour des pâtes au restaurant. Ça me surprend pas. Mais Ça me surprend pas. genre la pizza, à la limite, oui, parce qu'une pizza, c'est rarement mauvais, mais des pâtes, ça peut facilement être raté. Mhm. Mais je pense que c'est juste déjà la cuisson. Nous, c'est vraiment al dente la plupart du temps. Fait que c'est-à-dire c'est pas cuit à 100% que ça se défait, que ça devient pâteux. Et c'est les sauces, c'est les accompagnements, c'est le fait que déjà je trouve que c'est même les pâtes les plus riches, on va dire, c'est jamais aussi riche qu'ici. Genre pâtes sauce alfredo, fromage et tout, genre ça existe pas en Italie. La sauce alfredo, ça existe pas en Italie. Ouais. C'est vraiment une invention d'ici. Ok. Fait que si on s'est dit, ok, nos pâtes sont pas bonnes, mais on va juste mettre bien du gras, puis là, ça va être bon. En gros, C'est ça ça, ressemble. genre tu sais, les pâtes les plus simples pour nous, c'est aglio e olio, fait que c'est de l'huile d'olive et de l'ail. Ça c'est genre les pâtes blanches, on va dire avec un peu de fromage dessus. Et moi, quand j'étais petite, des fois, je mangeais juste des pâtes avec du beurre. Et c'est juste vraiment bon, mais ça, c'est les pâtes sèches. Quand tu fais des pâtes maison, là, le goût est vraiment différent, puis c'est autre chose. Tu vois une différence parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que si tu vas manger, mettons, des pâtes en Europe versus ici, genre, les pâtes ici sont comme, je sais pas comment dire, peut-être plus denses en énergie, fait que comme on dirait, ils tombent plus sur l'estomac, genre, c'est comme plus de calories, genre, dans ton assiette versus les pâtes là-bas sont comme, la farine est comme différente, genre, pour produire ça, là. Ben, Je sais probablement pas que si t'as déjà entendu parler de ça, là. C'est Ouais, peut-être moi j'ai déjà... qui écoute trop Joe Rogan, là, je sais pas, là. Non, non, j'ai déjà entendu ça aussi. Et là, c'est sûr que je pourrais pas aller trop dans les détails parce que je sais pas, j'ai pas lu là-dessus, j'ai pas comme de preuves scientifiques, on va dire, mais Mhm. je pense que ça dépend beaucoup de la taille de la portion. Donc, c'est sûr, c'est des énormes portions avec, comme je disais, comme plein de sauces Ouais. denses en énergie, avec du gras, du fromage et tout, ça va être beaucoup plus lourd sur l'estomac que si c'est juste des pâtes sauce tomate avec un peu de viande hachée. Et je pense que c'est vraiment, encore une fois, genre l'aspect social qui
joue énormément là-dessus. Parce que juste le fait de manger avec d'autres personnes, de partager d'autres choses, t'es comme, vu que tu manges plus lentement, t'es plus conscient aussi de tes signaux de société. Fait que si jamais t'as plus faim, tu fais juste arrêter de manger au lieu de finir ton assiette parce que tu t'es fait genre une boîte de craft dinner au complet et tu manges tout seul devant ton ordinateur, donc tu l'as fini. Donc je Ben, pense que ça joue. intéressant, tu vois, parce que moi, j'aurais tendance à dire l'inverse, que ici, justement, vu qu'on mange moins souvent, comme en famille ou en groupe d'amis, whatever, là, que justement, quand on le fait, c'est comme là, ça devient comme vraiment le festin, puis là, on se défonce, puis là, on mange le plus qu'on peut. Fait que j'aurais été tendance à dire l'inverse au Québec, mais en tout cas, je sais pas, Mathieu, qu'est-ce que t'en Mais penses, là? Moi, j'aurais tendance à être d'accord avec William pour moi, mais peut-être c'est juste Ouais. moi qui Ben, je sais pas pense, comment me gérer, là. oui, c'est ça, c'est ça, je pense que Mettons, c'est tu exactement vas ça. chez ta grand-mère, puis là, elle a Ah, le sucre préparé à la crème, puis le pudding tout chômeur. le dessert, Ouais. puis le gros souper, puis l'entrée, puis là, finalement, tu manges plus que t'aurais mangé normalement, mais ça dépend, ça doit vraiment dépendre de la culture, dépendre des personnes aussi, là. Comment tu es capable de Mais gérer ta société aussi. ouais, ça, je suis quand même d'accord. J'avoue que sur ça, je suis quand même d'accord parce que nous aussi, comme les repas du dimanche, quand tout le monde est là et tout le monde mange en même temps, c'est sûr que tu manges plus qu'à l'habitude. Mm. Mais on dirait que dans le reste du temps, même si t'es en famille, tu vas quand même plus faire attention parce que t'as pas envie de faire ça à tous les soirs. Ouais. Ou genre à Hmm. tous les midis. Mais oui, c'est sûr que genre les grands repas de famille, quand tout le monde a préparé quelque chose, il y a plein de trucs, nous aussi, je pense c'est un peu partout la même chose. Tu veux tellement tout manger, tout goûter qu'au final, tu vas avoir plus mangé. Mais on dirait que tu te rebalances le soir, par exemple. Genre, moi, j'ai un souvenir d'une journée spécifique la dernière fois que je suis allée en Italie. Et c'était tellement bon. Ils avaient préparé un de mes plats préférés, c'est du lapin avec la polenta, puis il y avait des légumes. Et j'avais tellement mangé. En fait, tout le monde avait trop mangé. Et le soir, on s'était juste comme posé et on avait presque rien mangé. Je pense qu'on s'était mangé comme quelques crudités avec un fruit à la limite, juste parce qu'on avait vraiment pas faim du midi. Puis on s'est dit, OK, genre, c'est impossible qu'on mange un repas complet parce qu'on va juste avoir mal au ventre. Mais c'est pas dans une optique genre, OK, faut pas que je prenne de poids, j'ai trop mangé ce midi. C'est vraiment juste, j'ai pas faim, j'ai pas envie. On va manger quelque chose de plus petit, de plus agréable, puis on va juste apprécier le fait d'avoir bien mangé à midi. Puis le gros repas, c'est le midi plus. C'est ce que je comprends aussi. Ça aussi, ça dépend. Le week-end, plus, parce que t'es en famille, tu vas aller voir les grands-parents et tout. Pendant la semaine, c'est très variable. Ça dépend de si tu rentres de l'école, parce qu'il y en a qui finissent l'école beaucoup plus tôt. Ils ont comme pas de pause, fait qu'ils finissent vers 13-14 heures et ils rentrent pour tout l'après-midi à la maison. Ça dépend si t'es au travail ou pas. Genre, si tu travailles toute la journée, ça se peut que tu sortes manger avec tes collègues ou tu t'amènes un lunch. Donc ça, maintenant, ça varie parce que c'est plus comme avant où le midi, tu manges tout le monde ensemble et c'est plus le soir que c'est quelque chose de léger. Mais ça varie aussi, je pense, d'une famille à l'autre. Si les gens mangent encore ensemble ou pas, parce que, tu sais, je veux dire, ça commence à être un peu partout la même chose. Les gens mangent de moins en moins ensemble. Les gens vont de plus en plus acheter des plats qui sont déjà faits et tout, mais c'est variable, je te dirais. Intéressant. Fait que, dans le fond, tu nous as dit au début, tu avais plus un amour de la nourriture, de la cuisine. Puis là, avec qu'est-ce qui est arrivé avec ton père, tu t'es mis à encore plus cuisiner. Puis là, tu t'es mis à t'intéresser à la nutrition. Puis là, c'est quoi qui t'a mené après ça à dire, OK, je veux vraiment aller m'inscrire au bac en nutrition. C'est vraiment ça que je veux faire. En fait, c'était pas ça que je voulais faire. OK. C'était un peu un choix par défaut. En fait, pendant mon cégep, moi, j'ai fait le bac international. Donc, c'est comme les doubles diplômes du cégep en 2 ans. Donc, tu as le DEC, qui est un diplôme international qui te permet d'étudier partout dans le monde. Et c'est quand même très intense comme programme. Puis j'étais dans une école, avant, j'étais au système français ici à Québec. Ben, à Québec. C'était, en fait, j'ai toujours été beaucoup dans l'école, beaucoup étudié. Puis là, je suis arrivée au cégep. C'était tellement compliqué, mon programme. Je me dis, j'avais besoin d'une pause. Donc, j'ai fait mes 3 sessions de cégep. Après, j'ai dit, je fais une pause. C'est tombé en même temps que le COVID, donc tant mieux et pas tant mieux en même temps, parce que j'ai prévu voyager, j'étais un peu coincée. Et c'est là, en même temps, du coup, en même temps, c'est tombé le fait que je commençais à m'intéresser à la nutrition. Donc, tout est un peu arrivé en même temps. C'est quand même un bon timing, on va dire. Et quand j'ai pris comme 6 mois de pause, je me suis réinscrite pour faire ma dernière session au cégep. Et là, j'étais comme, OK, mais qu'est-ce que je fais pour l'université? Parce que pendant cette année de pause, j'ai un peu tout remis en question. Moi, ça avait toujours été médecine vétérinaire depuis que j'avais 5 ans. Et deuxième choix, éventuellement, médecine. Et c'est un peu aussi, tout le monde s'attendait à ce que je fasse ça. Et là, j'arrive et je me dis, en fait, je sais plus si c'est vraiment ça que je veux faire. J'ai jamais considéré autre chose. La nutrition, ça m'intéresse. Les communications, ça m'intéresse. Le droit, ça m'intéresse. Donc, j'ai appliqué dans tous ces domaines, dans 3 universités.
Et ben, j'ai pas été prise en médecine ni en médecine vétérinaire, qui étaient comme mes deux top choix. Je me disais, OK, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai spécialité journalisme, j'ai droit et j'ai nutrition. Et même si j'aimais vraiment les sciences humaines, on dirait que j'étais pas prête à renoncer aux sciences naturelles tout de suite. Donc, je me suis dit, ben, je vais aller en nutrition. Ça m'intéresse, c'est proche de la médecine. C'est quand même quelque chose qui pourrait me passionner dans le futur. Et ça inclut des sciences humaines. Donc, j'ai déménagé à Montréal. Et première année, je me suis dit, impossible que je continue en nutrition. Je vais juste lâcher le programme et faire un autre bac. Donc, j'ai réappliqué pour médecine, droit, communication, médecine vétérinaire. J'ai encore été refusée en médecine et en médecine vétérinaire et j'ai encore été prise en droit et en communication. Mais je me suis dit, un an, c'est pas assez représentatif. Donc, je vais laisser une chance à nutrition. Je vais réessayer la deuxième année. Et la deuxième année, ça s'est mieux passé. Donc, je me suis comme, OK, je vais laisser une chance pour la troisième année. Et là, ben, on est en train de finir la moitié de notre quatrième année. Je suis encore ici. Donc, on va dire que j'ai vraiment appris à aimer ça, à me dire, c'est peut-être pas... Tu sais, la médecine, c'est aussi un peu le rêve que tout le monde nous vend. Et en parlant avec une de mes amies aussi qui est en médecine, ça m'a un peu fait relativiser sur, OK, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou c'est juste parce que tout le monde s'est toujours attendu ça de moi, puis moi, j'avais que ça en tête quand j'étais petite, donc j'ai pas vu mes autres options. Et nutrition, vu que ça a cherché un peu le communication, le sciences naturelles, en fait, tout. Je me suis dit, bah, c'est peut-être une bonne idée de continuer à pousser là-dedans. Il y a des avenues pour le futur et c'est juste que c'est pas encore assez développé. Donc, il y a moyen de faire sa place aussi et de faire quelque chose de plus personnalisé aussi. Donc, ça, c'est un peu l'histoire de pourquoi nutrition. C'est intéressant. C'est intéressant qu'après la première année, t'étais comme, c'est fini, je Ouais. veux faire autre Ciao, chose. bye. Aucune chance que je reste là Ah ouais. 3 ans. Puis là, finalement, on est encore là en quatrième année. C'est quand même surprenant. Et là, maintenant que t'es rendu en quatrième année, t'es comme, bah, tant qu'à ça, je vais finir. Là. Ça donne à rien Ben, d'abandonner ouais. maintenant. Là. Il y a ça aussi, je veux vraiment avoir un diplôme universitaire. Donc, je me Hmm. suis dit, au moins, avoir mon morceau de papier qui me dit que je suis en nutrition. Au pire, après, je ferai un autre programme. Mais je suis de moins en moins tentée à me réinscrire en autre chose. À moins que ce soit un certificat ou une formation autre. Je suis vraiment plus en mode, je vais juste continuer nutrition parce que j'aime ça, pousser et voir où est-ce que ça peut me mener. Puis si après avoir vraiment testé le métier, je vois que c'est pas exactement pour moi, là, je prendrai une décision. OK. Ben, je pense que c'est une bonne idée, là. Surtout si tu vois... En plus, on a fait des stages pour avoir d'autres stages Ouais. bientôt. Fait que j'imagine que tu as eu de l'expérience, ça t'a donné une idée un peu. Ah, je pourrais faire ça un peu, ça m'intéresse. Des affaires qui m'intéressent moins. Je sais que dans les communications, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, puis il y a du potentiel là. Fait que, Mm. ouais, super intéressant. Toi, Will, t'avais-tu quelque chose à Ben, faire un moi, petit commentaire j'aimerais ça là-dessus? voir la personne que nutrition, c'est son premier choix. Là. J'ai pas vu cette personne-là encore. Là. C'est rien contre la nutrition, mais je suis comme à chaque fois que tu parles à quelqu'un, c'est comme ouais, j'avais mis ça. Puis la nutrition, c'était en quelque part dans le mix pour reprendre Martin Saint-Louis. Fait que c'est ça. Moi aussi, c'était la même chose. Moi, c'était soit physio ou nutrition. C'était les deux trucs que je me voyais faire. Mais sinon, puis c'est ça. Puis communication, là, je vais sûrement me faire picher des roches, mais c'est vraiment un domaine que je trouve intéressant parce que je suis comme les gens qui font des communications, c'est pas nécessairement des gens qui ont besoin d'aller en communication. Je sais pas si, en tout cas, je vais essayer Oui. d'expliquer mon affaire, là. Mais en gros, mettons, moi puis Mathieu, on jase, on est deux amis, on parle de sujets variés à chaque jour. Là, on s'est juste dit, bon, fais-tu un podcast, puis là, on le fait, puis ça marche, puis comme, tu sais, genre, Ça marche. ben, ça m'aide, écoute, ça roule nos affaires. Mais on bénéficierait sûrement d'apprendre plein de trucs de vulgarisation, de communication, whatever, mais, tu sais, de faire un bac au complet en communication, je suis comme, il me semble que j'y ai déjà pensé aussi, puis je suis comme, ouais, c'est 3 ans, j'imagine que c'est 3 ans, là, moi, c'est beaucoup trop long juste pour de la communication, là. J'ai vu des formations intensives, mettons, pour de la radio, de la TV, puis ça dure 6 mois, puis là, je suis comme ça, c'est pas mal plus ça que je veux faire, genre. Mais, Mais sinon, tu as aussi des certificats en communication de 1 an, 30 crédits à l'université, où tu peux un ouais. peu plus choisir tes cours. Donc, il y a ça aussi. Ça, à Mais la limite, c'est ça, c'est intéressant parce que tu peux justement choisir les trucs que tu veux améliorer. Mais, tu sais, aujourd'hui, genre, c'est vraiment, tu sais, mettons, comme nutrition, tu sais, ça prend comme un diplôme, on n'a pas le choix, genre, pour être dans l'ordre. Mais même à ça, il y a plein de monde qui juste disent, ouais, je suis coach en nutrition, whatever, patente, chose, je suis l'expert de la vie. Fait qu'il y a ça quand même, mais tu sais, si tu veux genre faire ça comme faut quand même que tu fasses un diplôme. Mais tu sais, pour les communications, il y a personne qui va comme te remettre en question, là.
Tu sais, si t'es un bon communicateur, vulgarisateur, tu sais, les gens vont juste faire, OK, ben, il est juste bon, puis on va le prendre, tu sais. Fait qu'en Mais tout même cas, pour ça, je peux aussi genre rebondir sur ce que tu as dit parce que la première année, quand j'étais dans le doute de lâcher nutrition, qu'est-ce que je fais de ma vie, euh, je suis allée parler. En fait, le fils du meilleur ami de mon père, c'était le PDG de Cube Radio. Donc, il m'a OK. invité pour passer comme une demi-journée là-bas, parler avec les gens qui étaient là, parler avec les directeurs aussi, tout, voir un petit peu comment ça se passait. Et en fait, ce qu'on m'a dit, c'est tu sais, tant mieux si ça t'intéresse, même devenir, parce que moi je pensais même devenir genre journaliste d'enquête. Fait que ça avait rien à voir avec la nutrition. Mhm. Et ils m'ont dit, en fait, en vrai, les personnes qui viennent ici, c'est pas vraiment des personnes qui ont fait des bacs en Non, communication. c'est ça. Il y en a, mais C'est ceux qu'on très rare. préfère, c'est ceux qui ont fait des bacs en autre chose, parce Mhm. que le bac en... Je me... Je vais pas cracher dessus, parce que genre, c'est un bac comme un autre, mais ce qu'ils disaient, c'est, le bac en communication, c'est pas incroyable en termes C'est ça. de apprentissage de comme méthodologie, etc. Donc, si tu viens d'un autre background, ils préféraient ça parce que tu avais toute une autre façon de fonctionner et de réfléchir. Et en plus, tu avais des compétences en communication, que ce soit juste de l'expérience ou une formation, genre un Mhm. certificat ou une formation intensive. Et ils préféraient ces profils-là. C'est ça. C'est beaucoup plus intéressant pour eux. Bon. Fait que ça aussi, ça m'a fait un peu dire, OK, peut-être pas le bac en communication. Et je pense, en vrai, je pense que je me serais ennuyée dans le bac en communication. Mhm. Donc, Hmm. je suis quand même contente de pas l'avoir fait finalement. Mais Mais je n'enlève rien en communication parce que j'aime non, non, vraiment c'est ça. ça. Mais c'est exactement les mêmes choses que j'avais entendues. Tu sais, mettons, si tu parles de, par exemple, journalisme, tu sais, si tu vas faire sciences politiques, ça va être pas mal plus pertinent. Si tu vas faire n'importe quel domaine de science en général, puis qu'après ça, tu as déjà certaines capacités à écrire. Tu sais, si tu veux juste écrire dans tes temps libres, t'écris des articles juste comme qui verront jamais le jour, mais juste tu te pratiques. Puis Mhm. après ça, si tu es comme spécialisé dans un domaine spécifique, genre après ça, tout est possible, honnêtement, là, tu sais. Genre, il y a des articles, il y a plein d'articles qu'on voit sur la nutrition ou la santé, puis souvent, ça va être rédigé par des médecins ou, tu sais, ils savent pas trop à qui demander. Ils ont quelques noms qui peuvent contacter, mais, tu sais, il y a encore de la place pour du monde, je pense, dans ces domaines-là. Hmm. Mais tu sais, la communication, moi, comment je vois ça à l'université, tu sais, j'ai un ami qui a fait un bac en cinéma. Puis tu sais, c'est sûr que lui, en cinéma, il a appris comme, tu sais, toutes les caméras, l'éclairage, tu sais, tout comment faire du cinéma, un film. Puis il a fait ça pendant 3 ans, puis il a fait plein de projets, plein de choses. Fait que c'est sûr que si toi, c'est vraiment ça que tu veux faire, tu sais, ça se peut faire le bac, puis après ça, aller comme être opérateur, aller être scénariste, aller être éclairagiste. Mais c'est vrai que, mettons que ton but, c'est d'être tu sais, communicatrice en sciences. T'as pas nécessairement besoin de faire un bac en communication. Tu sais, je pense, qu'est-ce que ton expérience dans un domaine, tu sais, de sciences ou, tu sais, un peu plus, tu sais, ton expérience personnelle par rapport à ça, puis après ça, les communications, ça peut se développer comme un peu par toi-même. Puis tu sais, maintenant, on a tellement d'outils comme sur Internet pour apprendre ça, puis tu peux juste le faire C'est puis te ça. pratiquer comme on fait comme en ce moment, dans le fond. Puis Puis ça euh, marche. ça marche, ouais, Ça c'est ça. roule, là, ça roule. Mais tu sais, c'est ça, c'est que si en communication, t'es bon en communication, que tu aies un bac ou pas, si t'es bon, t'es bon. Mais comme mettons en nutrition ou en médecine, t'as besoin d'avoir Là, un t'as pas le diplôme choix, c'est pour ça. Ouais. pouvoir pratiquer. Fait que peut-être qu'il y a comme une plus-value associée à un diplôme, tu sais, qui est comme essentiel pour avoir une reconnaissance versus une autre que tu as juste besoin d'être bon, d'avoir les connaissances, d'avoir les habiletés pour le faire. Mais c'est intéressant. Mais je suis sûr que en faisant le bac, tu vas aussi acquérir des habiletés, de l'expérience. Fait que ça dépend c'est quoi que toi tu veux faire au final, là, finalement. Non, c'est ça. Puis je veux dire, c'est sûr que le bac, genre si le bac existe en communication, c'est parce qu'il est pertinent d'une façon ou d'une autre, là. Sinon, ils auraient juste arrêté de mettre des fonds là-dedans. Mais je suis quand même d'accord avec ce que tu dis, que les communications, c'est aussi quelque chose que tu peux développer sur le côté. Genre moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais eu de cours de communication, rien. C'est juste que j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé parler. Et avec l'école primaire et secondaire que j'ai fait, j'avais quand même des très bonnes bases en français. C'est vraiment, genre, le système français est assez, on va dire, carré et réglementé Militaire. sur... Ouais, sur le français surtout, c'est très... Tu sais, genre, ce qu'on faisait au cégep, moi, je le faisais en secondaire 3 et 4. Donc moi, arrivé au cégep, c'était vraiment en mode, genre, c'est n'importe quoi. Surtout la première année en termes de rédaction, là. On avait 3 heures pour faire un plan d'une dissertation. Moi, en secondaire 4, j'écrivais la dissertation au complet. Donc, on n'était pas au même niveau. Et ça, vraiment, je remercie ma prof parce que j'ai une prof incroyable. Genre, c'est elle qui m'a vraiment
donné l'amour comme d'écrire, de m'intéresser, de lire. Donc c'est vraiment grâce à elle, puis toutes les personnes qui l'ont eu comme prof pourraient dire la même chose. Mhm. Et j'ai juste continué à développer ça. J'écrivais toute seule de mon côté, un peu comme tu disais, Will, genre juste écrire et personne n'ira jamais ça, mais t'écris parce que Ah ouais, c'est cool d'écrire. c'est ça. Et après ça, j'ai commencé à avoir des jobs où j'écrivais plus. Donc je me suis dit, OK, en fait, genre, je suis quand même bonne dans ce que je fais. Les gens aiment ce que j'écris. Donc pourquoi pas juste continuer, vu que moi, ça m'intéresse surtout, et pousser là-dedans. C'est tout ça qui t'amène justement à faire un blog. Dans le fond, tu peux peut-être Oui. présenter ça. C'est intéressant. Oui, c'est ça. Donc, en fait, l'histoire du blog, en tant que tel, c'est le blog que là, il s'appelle le Lucri Blog. Parce que Lucri, c'est mon surnom en italien. En français, c'est genre Lou, Lulu et tout, mais pour Lucrezia, officiellement en italien, c'est Lucri, le surnom. Fait que je me suis dit, je vais l'appeler comme ça. Ça reste que c'est très général, donc je peux un peu réorienter le blog dépendamment de ce que j'ai envie de faire. Mais c'est plus personnel, vu qu'ici, déjà, personne s'appelle Lucrezia, donc Lucri encore moins. Et c'est plus accrocheur. Fait que je me suis dit, ça va s'appeler comme ça. Et je savais pas sur quoi écrire. Parce que quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment des textes plus fictifs. Pas forcément fantasy, mais juste plus de la fiction. J'aimais beaucoup tout ce qui était figure de style, métaphore, jouer sur les mots, les hyperboles, les images. Et moi, c'est vraiment ça qui me passionnait au début dans l'écriture, puis c'est ce que je fais encore sans le montrer à personne. Après, il y a un été où, en fait, même pas un été, un hiver, où pour rigoler, j'étais chez mon ami, il était 1h du matin, je me suis dit, cet été, je pars en vacances, je vais avoir un travail à distance, qu'est-ce que je fais? Et j'ai appliqué pour une job, pour un blog, au hasard, sur Internet à 1h du matin. Et le gars m'a contacté le lendemain. Et après une semaine, j'avais l'entrevue et j'avais le poste. Donc, c'était pour écrire pour un blog qui s'appelle le Blog du Québec. Et je peux écrire sur ce que je veux, en fait. Il y a quelques thèmes, quelques styles quand même un peu à respecter, mais il m'a dit, écris ce que tu veux, quand tu peux, et j'approuve tes sujets. Après, vas-y, je te laisse. Là, vraiment, c'est très libre. Je lui envoie des idées, il me dit, OK, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Et là, je lui dis, OK, il y a quand même du potentiel. Et au bout d'un moment, je me suis dit, donc, en début de cette année 2024, je me suis dit, j'aime ça écrire pour les autres, mais j'aimerais ça écrire pour moi aussi. Mhm. Et la nutrition, ça m'intéressait, mais le Blog du Québec, c'est moins poussé scientifique. Les gens, ils sont moins intéressés par ça. J'ai fait 1 ou 2 articles un peu plus... ça a été très pertinent, je l'ai fait sur la diète keto, et sans donner mon avis, mais juste comme parler de la diète keto et sur les produits de santé naturelle. Et j'ai vu que ça a quand même un peu explosé, surtout la diète keto. Les gens partaient dans tous les sens un petit peu. C'est la première fois que j'ai reçu du hate sur Internet. Oh non. D'un Ça d'un veut petit dire que monsieur ça qui était marche. pas C'est content. bon, ça. Ouais. C'est bon, ça veut dire que ça marche. D'un petit monsieur qui était pas très content. Et là, je me suis dit, Yo, OK, mais 62 partages, là, tabarouette. Hey, ça Il y roule, en a là. qui sont, il y en a qui sont, il y en a qui ont quand même bien marché, mais c'est beaucoup des trucs sur le Québec qui marchent, comme c'est qui Aurore Gagnon, ou des trucs comme ça. Mais j'aime vraiment ça, tu sais, Aurore j'aime beaucoup l'enfant écrire là-dessus martyr. aussi. Ouais, Ok, c'est bon. Je savais pas si c'était vu que j'aime correct. écrire sur n'importe quoi, moi ça m'intéresse. Surtout que c'est juste me faire de la culture générale et j'aime apprendre des En nouvelles plus. choses. Donc c'est comme le monde idéal pour moi. Et c'est ça en 2024, en début 2024, je me suis dit, OK, faudrait peut-être que je m'y mette pour mon blog. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup poussé pour le faire. Et j'ai commencé au début, je voulais écrire sur n'importe quoi. J'étais genre, il y aura un volet nutrition, il y aura un volet fictif et il y en aura un volet culture générale. Mais là, je me suis dit, ça n'a aucun sens, je serais pas capable de faire ça, puis ça vient rejoindre trop de personnes, c'est pas assez précis. Mhm. Donc, je me suis dit, vu que je fais déjà ça pour le blog du Québec, je vais juste me concentrer sur la nutrition. Et je trouvais qu'il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent un peu, comme tu disais, que tout le monde peut se proclamer Oh, coach ouais. en nutrition. Donc, je me suis dit, je vais partager aussi un peu ma vision des choses. C'est pas obligé de plaire à tout le monde, c'est pas ça le but. C'est juste essayer de partager le plus possible des vraies choses qui ont été comme prouvées par la science pour un peu démystifier ce qui se dit dans la vie de tous les jours. Mais en même temps, partager un peu ma vision parce que nous, on en a un peu plus parlé, Will et moi, plutôt qu'avec Mathieu, mais je sais que tu penses la même chose un peu, Mathieu. Ce qui se dit dans le bac, Ouais. je suis comme, ouais, Ouais. c'est ça. Donc je me disais, faudrait que si toutes ces personnes-là pensent la même chose, mais il y a quelques personnes qui sont pas d'accord, faudrait aussi que les quelques personnes qui sont pas d'accord puissent exprimer un peu leur vision, puis probablement qu'il y aura d'autres personnes autour qui sont pas d'accord aussi avec la vision, on va dire, qui est mise de l'avant. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Puis au pire, j'écrirai juste pour moi-même et ça intéressera genre les 20 personnes de ma famille et ça sera ça. Hmm. Mais j'aime ce que je fais. Donc Ben, j'ai continué d'écrire. Ouais, vas-y. ouais. Ben, tu sais, ce qui est drôle avec notre. Ben, je dis drôle, en tout cas. Ce qui est intéressant avec notre podcast, c'est un peu en réponse à ça, sans nécessairement y avoir pensé. Moi puis Mathieu, à un moment donné, on était clair, on devrait faire un projet, genre.
Puis là, on a juste commencé à faire des épisodes de podcast. Puis là, on parlait de thèmes qui nous intéressaient vraiment en nutrition, en activité physique. À un moment donné, on a juste eu une discussion, puis là, on parlait d'un truc qu'on était comme, OK, ben ça n'a pas de sens que ça soit tel thème soit véhiculé de telle façon, genre dans les médias, dans notre bac, whatever. On a juste réalisé, OK, ben dans le fond, là, on fait le bac pour ça, genre juste présenter les trucs d'une manière peut-être plus objective, avec une vision qui est peut-être différente. Mais comme ça a pris genre 20 épisodes avant qu'on se parle de ça, je pense. Là. Fait que on a juste comme commencé à faire nos trucs. À un moment donné, on était comme, ouais, OK, c'est pour ça qu'on fait ça. Ce qui est intéressant en tant que futur nutritionniste, comment personnellement je trouve que je me suis développé là-dedans, c'est que on fait des épisodes, on parle de différents trucs, on fait nos recherches, tout ça. Puis après ça, ça nous permet de développer notre sens critique. En fait, ça l'a réveillé mon sens critique qui était peut-être un petit peu endormi. Tu sais, au cégep, vraiment, il fallait comme que tu sois mettons, dans les cours de sciences, de chimie organique, de biologie, tout ça. C'était quand même des cours qui étaient quand même assez poussés au niveau scientifique. Après ça, on arrive en nutrition, puis il y a beaucoup de cours que c'était pas mal plus facile, je trouvais personnellement. Et j'ai discuté avec des gens qui sont allés au bac en nutrition à McGill, puis qui me disaient que c'était vraiment difficile. Fait que j'étais comme, OK, peut-être qu'à l'Université de Montréal, l'approche est comme différente. Mais tu sais, il me parlait qu'il y avait des cours de biochimie, genre biochemistry en anglais. Fait que je suis comme, tu sais, à l'Université de Montréal, langue est un petit peu plus sur les sciences sociales, qui est un langue comme une autre qu'on peut aborder en nutrition, mais nous, on l'aborde beaucoup. On a beaucoup de cours de gestion aussi qui sont, selon moi, plus faciles. C'est des maths de début de cégep, on va dire, en tout cas, pour pas dire moins. Puis, mais eux, ils n'ont même pas de cours de gestion à McGill. Genre, il n'y a même pas de. Eux autres, ils appellent ça HR, là, Human Resources. Genre, ils n'ont pas ça. Ils en ont un petit peu. Ils ont comme un cours à un moment donné, mais nous autres, on a des cours à chaque session quasiment. Donc, le bac était vraiment différent. En tout cas, pour les cours de scientifiques qui nous restent, de sciences fondamentales, ben, je trouve que notre sens critique se réveille. Puis là, on est en mesure de distinguer le vrai du faux peut-être un petit peu plus facilement parce qu'on fait nous autres mêmes nos recherches. On cherche plein de trucs, des méta-analyses, tout ça. Fait que là, quand on arrive avec de quoi que ça a l'air de la psychologie à 50 cents, là, on est comme capable de dire ouais, non, ça, c'est un peu moyen. Là, fait que c'est ça, je dois ça à Mathieu là, qui m'a comme un peu réveillé là-dessus. Ouais. Ben, moi, c'est ça que je trouve difficile dans le bac en nutrition, c'est que j'ai une immense passion pour les saines habitudes de vie, l'entraînement, la nutrition, tout ça. C'est comme j'aime ça, puis je nage là-dedans. Puis des fois, tu sais, je suis dans le baccalauréat à l'université pour ça. Puis des fois, je me retrouve complètement comme, je sais pas pourquoi, tu sais, des fois, je me sens comme, pourquoi qu'on voit ça, comme, pourquoi on voit pas autre chose. Puis des fois, je me dis comme, ok, ils ont comme une vision des choses, des fois, de quelque chose. Puis là, je suis comme, ok, c'est bien beau, comme, mais en même temps, on aide-tu vraiment le monde? Tu sais, des fois, je me pose vraiment la question. Puis même dans notre cours, tu sais, il y a certains profs que tu vois qui sont plus d'un bord, d'autres un petit peu plus au milieu. Mais ça répond à des agendas Puis politiques, c'est ça le problème. des fois, je trouve, ouais. Ça Moi, je répond à un trouve agenda aussi, ouais. politique, puis c'était comme, c'est pas vraiment la place pour la politique. Tu sais, autant que c'est plus la place pour la religion, mettons, dans les écoles, ça fait longtemps qu'on a réglé ce dossier-là au Québec. C'est un peu le même principe avec la politique. C'est comme, là, que tu sois péquiste, que tu sois libéral, que tu sois Québec solidaire, que tu sois conservateur, si tu arrives dans une classe et que tu enseignes un sujet, c'est supposé être le plus objectif possible sans présenter ton agenda politique, tu sais. Si c'est un prof d'histoire qui enseigne l'histoire du Québec puis qui est fédéraliste au bout, ben, tu sais, ça va transparaître dans comment il l'enseigne. Puis si c'est un péquiste, ben, ça va peut-être paraître aussi. Mais quand tu le racontes, tu essaies de faire en sorte que, OK, cette fois-là, les fédéralistes ils ont fait de quoi qui n'avait pas d'allure. Cette fois-là, les péquistes ils ont fait de quoi qui n'avait pas d'allure. Tu essaies d'être le plus objectif possible, mais c'est extrêmement difficile quand on parle de politique. Puis je trouve que des fois, c'est ça en nutrition, on a comme des gens qui viennent répondre à un certain agenda, puis t'es comme, OK, de un, c'est bizarre que tu amènes ça sur la table, puis deuxièmement, c'est souvent pas le même agenda que moi. Fait que je suis comme, OK, c'est un peu différent. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On veut savoir ton opinion Ouais, là-dessus. c'est ça, on t'invite pour ça. Non, J'essaie de bien formuler ma réponse. En c'est fait, correct. C'est important. moi, je trouve que c'est même plus que les profs. Personnellement, je trouve que c'est plus les personnes dans la classe. On va Aussi, dire que, ouais. tu sais, il y a beaucoup, comme vous dites, il y a comme une espèce d'image, d'idée qui est véhiculée principale. Et moi, je trouve que l'université, c'est vraiment un endroit où, justement, tu peux débattre d'opinions différentes. Tu as le droit de pas avoir la même opinion, puis le but, c'est d'en discuter, puis que tout le monde, comme, replace un peu son opinion.
soit comme toi tu conserves la tienne, l'autre conserve la sienne, soit tu dis ok, peut-être qu'il y avait des nuances que j'avais pas. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de liberté de faire ça. Et là, je dis pas tant juste de la part des profs, mais surtout des gens dans la classe, que j'ai l'impression que on est un peu limité dans ce qu'on peut dire. Sinon, ça va un peu nous revenir dessus parce que c'est tout le monde a le droit de parler, mais tout le monde doit dire un peu ce que tout le monde a envie d'entendre. Mhm. Je sais pas si c'est clair ce que... C'est très bien C'est comme dit. si Très si t'as une clair. opinion différente, c'est difficile de la dire sans qu'il y ait beaucoup de répercussions qui prennent une trop grande envergure et que genre c'est pas ça le but. Le but c'est juste discuter. Ok, je pense pas la même chose que toi. Pourquoi toi tu penses telle chose? Pourquoi moi je pense ça? Puis ok, on va en discuter, on va apprendre chacun. Puis probablement que soit on va avoir notre même idée après, soit on va juste développer nos idées. Peut-être que moi je vais changer d'avis, peut-être que c'est toi, mais il manque un peu ça à l'université. Après, je sais pas si c'est la place où on a le droit de faire ça. Parce que je suis juste allée à l'Université de Montréal, juste d'en prendre... Tu sais, j'ai pas eu d'autres backgrounds universitaires comme d'autres personnes ont pu avoir. Mais je trouve que c'est dommage de pas vraiment pouvoir parler ouvertement aussi de comment on voit les choses, nutriments, pour tout ce que disait aussi, genre, Mathieu, saines habitudes de vie et tout. Tu sais, moi, il y a des choses qui sont véhiculées en classe, je suis genre, OK. On va dire OK Mhm. pour passer le bac, avoir mon diplôme, mais est-ce que dans la vie de tous les jours, j'irais la même chose? Je pense Bon, pas. des fois, on dirait que les trucs sont pas poussés assez loin, genre, fait que ça fait en sorte que c'est. On trouve, pour les gens avec des esprits peut-être un petit peu plus scientifiques qui veulent aller plus loin, qui veulent Hmm. essayer d'optimiser tout ça, c'est un peu simpliste. Des fois, l'approche qui est véhiculée, mais ça plaît à tout le monde parce que les enseignants ont peut-être moins besoin de faire de recherche, de préparer de trucs en détail. Après ça, on fait des travaux que des fois, ça peut être un petit peu plus futile, mais on comprend parce que c'est plus facile à corriger. Fait que, tu sais, il y a tout des trucs qui s'accumulent comme ça, là, mais en tout cas, on pourrait en parler longtemps. Ouais. Mais aussi, c'est ça, des fois, je trouve les. Parce que c'est beaucoup. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de science que de. Tu sais, versus le social, qu'est-ce qu'on a. Puis qu'est-ce que je trouve comme un peu dommage, c'est que toutes les. Un peu beaucoup la théorie sociale qu'on est présentée, c'est beaucoup d'un bord. Puis là, dans le fond, quand tu fais ton travail ou tu fais ton examen, faut comme que tu répondes les réponses que eux ils veulent entendre, genre. T'as pas tant l'impression de pouvoir dire qu'est-ce que tu penses vraiment ou comme avoir une opinion un petit peu divergente, un petit peu, tu sais, qui est nuancée par rapport à certaines choses. Puis c'est ça que je trouve plate, un peu comme, je pense un peu comme tu te sens là, mais tu sais, ça dépend, là. Tu sais, il y a certaines affaires, je suis d'accord, certaines affaires, je suis comme moins d'accord. Mais ouais, on dirait des fois, j'aurais le goût de plus exprimer mon opinion différemment, mais c'est juste que, qu'est-ce que je trouve difficile, c'est que quand que tu as un professeur ou tu as comme une majorité de la classe qui est tellement à l'opposé de qu'est-ce que tu penses toi, oui, tu peux te dire, ok, ouais, je prends les points positifs de ça puis je veux me nuancer, mais en même temps, c'est dur de vouloir aller comme à l'encontre de ça quand t'es comme, ok, mais moi je pense tellement différemment, si je dis ça, je vais avoir l'air d'un extrémiste, genre. Puis peut-être que je le Non, suis, ouais. mais peut-être que finalement, peut-être que c'est, des fois, c'est les autres qui sont extrêmes, je sais pas. Je Ça, je sais suis pas, d'accord. Ça, je suis ouais. 100% d'accord. C'est un peu ça aussi que je voulais dire de... Oui, c'est bien de discuter, de comme avoir des opinions différentes et de nuancer chacun ses propos, mais c'est ça quand t'as une opinion, puis t'es comme trois dans la classe à penser une chose et tout le monde pense autre chose, genre à quel point t'as envie de le dire et juste Mhm. d'avoir 45 personnes qui te disent non, c'est pas ça. Ou peut-être qu'on n'est pas trois, peut-être qu'il y en a plus que trois, mais vu que les gens qui parlent plus ou que, mettons, qui font plus voir leur opinion, puis c'est souvent une opinion qui est similaire, mettons, à certains profs, puis après ça, toi, t'as l'impression, oh, moi, je suis vraiment tout seul dans mon coin, mais peut-être Ouais. finalement, on l'est pas. Mais c'est ça, on dirait, des fois, ça ouvre pas tant à la discussion full, genre. Je sais pas pourquoi, mais Mm. des fois, je me sens comme Non, ça. ouais. Mais, Ouais. Non, je suis d'accord. Ben, c'est pour ça que j'aimais ça, votre podcast. Puis je me suis dit, OK, ça, c'est une bonne idée parce que, aussi, en discutant un peu, genre, ça faisait du bien de voir que j'étais pas toute seule à penser certaines choses dans le diplôme. Parce que je sais qu'il y a des gens autour de moi qui pensent comme ça. Mais comme dans le bac, c'était, genre, on dirait que je trouvais personne. Donc Mm. là, j'étais comme, OK, je parlais un peu avec Will. Je suis comme, OK, c'est bon. Puis là, j'ai écouté vos podcasts. Puis je suis comme, OK, ça ressemble plus à ce que moi, je vois des saines habitudes de vie, de la nutrition, du sport. Fait que j'ai comme, puis j'aimais aussi que vous partiez comme votre même projet. Fait que je me dis, OK, aussi, tu sais, essayer de faire quelque chose par eux-mêmes. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée. Puis c'est un peu ça que je voulais faire aussi avec le blog. Tu sais, pour l'instant, je suis assez neutre dans mon blog, dans les articles que j'écris. Dans ce que je mets aussi sur Instagram, c'est plus pour comme résumer ce que je dis dans mon blog. Puis que c'est quand même des articles plus longs. Ça aussi, c'est un truc qui me faisait un peu hésiter parce que j'aime beaucoup écrire, mais je me dis à quel point les gens vont lire autant de choses. Mais je me dis, il faut juste que je trouve les bonnes personnes qui sont intéressées par ça, au final. mhm.
Ouais, 100%. Et j'essaie un peu plus des fois de me tromper puis comme de dire ok moi je pense telle chose. Genre j'ai fait un article juste plus comme en blague sur la pizza, genre qu'est-ce que je pense de la pizza, pourquoi moi je pense pas que c'est de la malbouffe manger de la pizza. Puis genre c'est un peu plus opinion, puis ça a quand même bien marché, mais ça fait un peu peur des fois parce que je me dis si quelqu'un lit ça puis est zéro d'accord avec moi, on dirait que tu sais me faire cracher dessus après, j'ai pas trop envie, mais en Hmm. même temps, faut prendre sa place aussi là quand on va commencer à travailler. Faut aussi dire un peu ce qu'on pense et Ouais. chacun, tu sais, si un client aime pas notre approche, ben il faut juste qu'il trouve aussi quelqu'un avec qui lui il est à l'aise de travailler. Mhm. Donc Puis je pense que stabiliser les stages, ça fait du bien pour ça parce qu'on voit des opinions différentes dans les nutritionnistes dans la vraie Mhm. vie versus l'école. ouais. Puis tu me diras ce que t'en penses, mais moi je trouve aussi, je pense qu'il faut pas avoir peur de dire qu'est-ce qu'on pense vraiment, mais je pense que la façon qu'on le fait, c'est important aussi. Ouais. Parce que je pense que même si des fois on pense quelque chose, ça se peut qu'au final on n'avait pas tout à fait raison ou tu sais, quelqu'un peut être en désaccord avec nous, mais je pense que la façon qu'on le dit, si mettons tu le dis d'une façon comme ah ouais, moi je sais que j'ai raison, comme tu sais, essayez pas de dire autre chose, c'est ça la vérité, comme versus le dire ah ben tu sais, moi je pense que telle chose, je le vois plus différemment d'une telle façon, mais je suis ouvert tu sais, à ce que quelqu'un d'autre qui a une opinion différente vienne me dire ses arguments, puis je sois comme prête à shifter un peu, dire ah ouais, c'est vrai, t'as raison sur tel point. Tu sais, si tu vas d'une approche absolutiste, c'est sûr qu'après ça, quelqu'un qui est pas d'accord peut dire ah, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais si tu arrives Ouais. avec une approche plus modérée, puis comme ouverte à dire ah ben tu sais, il y a des opinions des deux côtés, moi je me situe ici, puis comme être ouvert à pouvoir changer aussi. Peut-être qu'après ça, même si tu dis quelque chose qu'au final tu changes d'avis, ben, tu sais, tu t'es pas creusé ton trou super profond, puis là, tu peux plus en ressortir, mettons, là. En fait, on en avait parlé, Mathieu, là, mais une des bonnes façons de faire ça, c'est genre justement, quelqu'un émet une opinion, dit quelque chose que tu comme pas tout à fait d'accord avec ça, mais si tu vas directement en disant ouais, non, c'est pas bon, genre, ou c'est pas ça, ça marchera pas, mais si tu demandes, ok, mais pourquoi tu penses que c'est ça, genre, pourquoi, tu sais, mettons, les édulcorants sont la cause de notre inflammation en tant que société, inflammation du côlon, des intestins, tout ça, c'est la cause numéro un, c'est hyper dangereux. OK. Ben, en disant non, c'est pas ça, c'est comme, OK, c'est un peu, c'est tough pour l'autre personne, c'est comme, ben là, c'est un peu chien, tu sais. Mais si tu demandes pourquoi, toi, tu penses que c'est ça la cause, genre, c'est où tes recherches, c'est quoi les études que tu présentes, tout ça, c'est quoi ta position par rapport à ça, au-delà de juste cette phrase-là. Puis là, si la personne se justifie d'une façon qui est comme, ben, tu sais, c'est plus ça, à cause de ça, là, t'es comme, OK, ça a peut-être de l'allure. Puis même des fois, les gens, en justifiant leur position, vont remettre en question leur propre position, puis peut-être replacer. Ouais, tu sais, j'ai dit ça, mais tu sais, c'est un petit peu intense. Tu sais, on le fait nous autres même au podcast, des fois, on dit Hmm. des trucs, puis là, t'es comme, ouais, pas de ta fête, tu sais. Fait qu'on on se replace tout de suite, puis tu sais, tu pourrais te replacer en disant par après, ouais, OK, les édulcorants, tu sais, c'est une des causes peut-être potentielles de notre inflammation, mais tu sais, on s'entend que d'avoir un surplus de poids, d'avoir l'obésité qui est aussi prévalent, c'est plus ça qui va causer de l'inflammation, tu sais. Fait que là, de le remettre Peut-être. en ordre de priorité, c'est ça. Fait que Mais tu ça, sais, ce que tu dis, genre, juste pas, pour pas trop rentrer dans les détails, c'est pas le principal sujet, là, mais vous allez rechercher sur Internet les sophismes, communication, philosophie, un truc comme ça. ouais, Puis je me souviens que j'avais vu ça en philo, là, les ouais, sophismes, genre c'est toutes ça. les façons que les gens utilisent pour attaquer les autres personnes ou comme avoir un discours que, au lieu de te baser sur les faits, tu sais, soit t'attaques l'autre personne, soit t'attaques des trucs qui sont Mhm. irréels, des trucs à l'extérieur de la discussion. Ça aide beaucoup dans les débats à justement quand tu présentes ton opinion ou quand tu débats avec quelqu'un, au lieu de dire juste comme vous dites genre oh non c'est faux ce que tu dis, de juste un peu reformuler. Et moi ça c'est un des trucs aussi. En fait la philo et le français, je pense que ça a été deux de mes cours préférés pendant longtemps parce Mhm. que surtout la philo là je trouve que ça aide tellement à mieux comprendre en général la vie, la façon de fonctionner avec les Mhm. gens. Puis les gens crachent beaucoup sur la philo. Moi après j'ai vraiment eu des bons profs donc ça a Hmm. aidé aussi. J'en ai eu un qui était moyen mais le reste j'ai vraiment eu des bons profs mais ça aide juste à juste pour la science, la communication, la vulgarisation scientifique, forger son esprit critique. C'est vraiment très utile de un peu voir ce que les autres ont dit là-dessus, même si les exemples qu'ils donnent sont peut-être plus très à jour. Mhm. Mais c'est juste une façon de penser qui t'aide à développer toi, ta façon de penser, ta façon de communiquer avec les autres. C'est ça exactement que j'amène la philo au podcast parce que je trouve ça intéressant. Puis là, je passe ça dans la gorge de Mathieu. Je dis, on va parler de philo aujourd'hui, déterminisme, libre arbitre. Là, lui, il est comme, pourquoi qu'on parle de ça? Je suis comme, tu vois, ouais, ça va faire un lien avec la nutrition. Puis là, genre, on parle, je présente les arguments. OK, déterministe, c'est ça, libre arbitre, c'est ça, c'est deux méthodes de penser, de voir la vie. Puis là,
Au final, Mathieu, il part bon là, ok, avec la nutrition, là, la perte de poids, puis là, ça part pendant une demi-heure. Ça Fait que, part. fait que finalement, tout a un lien dans tout, puis je trouve que c'est ça, la philosophie, moi aussi, c'est mon cours préféré du cégep, c'est comme mon highlight du cégep, c'est ces cours-là. Puis je trouve que, c'est ça, t'apprends justement les sophismes, que je me rappelais plus de ce mot-là, mais c'est exactement ça que je cherchais. Puis, tu sais, t'as la méthode socratique que tu peux justement, au lieu de juste Mm. confronter la personne directement, comme t'essayes de trouver les failles dans ce que la personne dit comme thèse. Fait que là, elle présente sa thèse, elle dit, moi, je pense que ça, c'est telle affaire. Genre, puis là, t'es comme, OK. Fait que là, tu décortiques toutes ces petites affaires, puis là, tu vas lui poser des questions pour essayer de voir comment elle est capable de soutenir elle-même sa thèse, là, si on veut. Un peu comme un débat politique, là, c'est le même principe. Là. Tu sais, au lieu de, oui, tu vas présenter tes arguments à un moment donné, mais la meilleure façon de gagner ce débat-là, c'est d'être capable de décortiquer l'opinion de l'autre personne, puis de trouver vraiment les failles. Puis tu sais, ça se fait tranquillement pas vite avec des questions, puis tu vas tout le temps chercher un petit peu plus loin. En nutrition, je trouve que ça serait vraiment intéressant aussi de faire ça, mais ça serait extrêmement difficile, je pense. Ça serait, Ouais. hey, moi, je capoterais ramener ça, là, ramener des débats éthiques. Pour de vrai, on va avoir des gros débats éthiques, je pense, en nutrition, en santé en général, là, tu sais, avec Ozempic puis tout ça qui s'en vient. Il y a plein de trucs que, tu sais, ça va juste être à un moment donné, on fait quoi? Puis là, il y a pas de bonne réponse nécessairement, c'est juste qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, genre avec, mettons, les changements climatiques, puis tout, genre comment on produit mieux notre alimentation, puis tout, comment on fait l'agriculture. Genre, on va avoir des choix à faire, puis après ça, il y a comme pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais tu sais, c'est des questions d'opinion. Il y a des gens qu'il faut qu'ils mangent local, qu'il faut que ça vienne en dedans de 100 km de leur maison, puis ils mangent juste ça. Là, t'es comme, OK, c'est un peu extrême. Là, t'as des gens qui sont comme, pas grave si ça vient de la Chine, tu sais. Fait que là, c'est comme, où c'est qu'on se positionne entre les deux. Fait que moi, je trouve que on aurait tendance à aller plus dans le débat en général, mais au Québec, on est extrêmement frileux face au débat. Puis c'est de plus en plus ça la réalité, puis je trouve ça plate. Ouais. Ouais. Fait qu'on Mais à Cube Radio, ils font des bons débats des fois. Ils ont plus de diversité d'opinions, je trouve. Ben, c'est Sophie Durocher, puis Martineau, je sais pas les autres. Hey, tu pourrais-tu dire c'était qui la personne que t'avais parlé, avec qui t'avais parlé? Ou tu peux pas Mais c'est dire le son nom? président. Ben, Je me souviens plus du Pelado? nom. Non, mais C'est Non, pas non, Pelado, Pelado. ok, non, je c'est me ça. souviens plus du nom. Mais ça, ben, je pourrais vous l'envoyer à vous aussi, là. Ok, ok, ok. Genre en message privé après, mais ouais. C'était pas les journalistes en tant que tels. Ok. Parce qu'au début, je pensais que c'était Pelado, mais t'as dit que c'était le président? Ou non? Ouais, c'est ça, de Cube Radio. Son nom de famille, c'est Gagné. Ah, ok. Ok, non, lui, ça a été le propriétaire. Ok, ouais, non, Ouais. laisse faire. Alright, ouais. fait Mais que. pour revenir sur la Oh. philosophie, je trouve ça intéressant parce que moi, au cégep, j'étais genre, je trouvais ça plate, puis j'étais comme, ah, c'est long, juste passer au travers. Moi, je voulais faire mes cours de sciences, puis là, je suis comme, pourquoi on fait de la philo? Puis là, les profs, c'était pas intéressant, puis tout. Puis là, plus que maintenant ça avance, plus qu'on en fait par nous-mêmes, tu sais, on explore des sujets par nous-mêmes dans des thèmes qui m'intéressent plus que là, je suis capable de voir l'importance puis l'intérêt de connaître ça. Fait que je trouve ça intéressant que vous deux, dans le fond, vous êtes un peu passionnés de la philo pis tout, là. Moi, Tellement. je trouve ça le fun. Euh, mais ouais, puis dans le fond, c'est ça. Fait qu'avec ton blog, tu sais qu'au début, c'était plus fictif, littérature. Là, maintenant, t'amènes ça plus vers la nutrition. Fait que dans le fond, ça évolue un peu avec la personne que tu es, un peu, c'est quoi tes intérêts, j'imagine. Ouais. Puis comme Puis, le blog fictif, ça a duré genre 2 articles, puis j'étais en mode, je peux pas ok, continuer comme ça a aucun sens. Même moi, j'étais trop perdue dans tous les sens. Donc, tu sais, moi, de mon côté, j'ai genre une quarantaine, je pense, de textes fictifs, mais il y en a aucun j'en ai un que j'ai publié, et là, je me suis dit, ok. on va rester sur la nutrition. Ok, ben c'est correct. Puis, mettons, pour la suite, c'est quoi ton objectif? Est-ce que tu essaies d'en sortir comme un à chaque semaine? Tu sais, t'as-tu des sujets? T'as-tu des buts par rapport à ça? Je suis curieux. Alors, cet été, c'était ça. C'était un à chaque semaine quand j'avais réussi à commencer. Mais là, je travaille, je suis coach de patin pour les petits. Je travaille pour un blog. Des fois, j'aide un petit peu Multicaf, que c'était la banque alimentaire où je travaillais cet été. Tu sais, j'ai mon blog personnel, j'ai l'école. On dirait que j'ai un peu plus de mal à suivre. Et quand j'écris, je veux vraiment bien faire les choses. Donc, j'ai pas envie de publier quelque chose duquel je suis pas satisfait. Donc, je me dis avec les stages, ça va être plus facile pour moi parce que quand aussi l'horaire est fixe, pour moi, c'est plus facile comme cet été, je me réveillais à 5h45 du matin, j'écrivais, j'allais m'entraîner, j'allais au travail, je revenais, j'écrivais l'après-midi. Donc, c'était comme plus facile. Vu que j'avais un horaire fixe, c'était plus facile pour moi. Là,
avec l'école, c'est plus compliqué. Mais avec les stages, j'ai espoir d'être capable de reprendre un peu plus une routine, surtout qu'on n'a pas de travaux à faire le soir. Et d'être capable de jumeler genre entraînement et écriture en même temps. Parce que pour moi, il y a comme... J'ai pas envie d'en prendre un pour remplacer l'autre, comme c'est hors de question que j'arrête de m'entraîner juste pour écrire plus longtemps ou que... en fait, ouais, non. Il y a plus de chances que je m'entraîne au lieu d'écrire. J'allais dire dans l'autre sens aussi, mais il y a plus de chances que je mette de l'avant mon entraînement plutôt que l'écriture. Et j'aimerais ça avoir plus de temps pour écrire, mais il faut comme faire des choix au bout d'un moment. Fait que je me dis, vu que c'est encore le début, tu sais, ça serait bien en vrai que je l'écrive à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, que je sois plus régulière. Mais j'ai pas envie de me dégoûter non plus du blog et au moment lâcher parce que je me mets trop de pression. Fait que je me dis pour l'instant avec la situation dans laquelle je suis, moi j'ai plus de difficultés. Ce serait probablement possible, mais j'ai plus de difficultés à m'organiser, à avoir le temps. Fait que je vais juste finir ce que j'ai à faire en ce moment, finir l'étape et après en commencer une autre et peut-être mettre plus de temps pour l'écriture. Si tu arrivé des fois que tu avais vraiment un écœur en titre de l'écriture? Pas vraiment. Non, c'est ça. Okay. J'ai toujours vraiment aimé écrire. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé le français, j'ai toujours aimé écrire. Ben, en vrai, je préfère encore écrire des textes fictifs, genre les hyperboles, les figures de style, les poèmes, analyser un peu, tout ça. Genre, j'aimais ça faire des dissertations à l'école, j'aimais ça analyser des textes, des poèmes, genre, je trouvais ça tellement intéressant. Mais, fait que les écritures scientifiques, c'est comme, ça m'intéresse un peu moins, on va dire, dans l'écriture, parce que je trouve que tu peux moins aller jouer sur les mots. Mais, j'ai jamais été écœurée d'écrire. J'ai été écœurée d'autres choses, dont le sport à un moment, mais j'ai jamais été écœurée d'écrire, on va dire. C'est toujours resté là. Ben, c'est ça, c'était un peu ça que je me posais comme question, parce que tu as dit, là, si je viens tanner à un moment donné, mais je sais comme, personnellement, j'ai jamais été tanné d'écrire. C'est comme une activité que je suis capable de faire juste, même si je suis vraiment fatigué, c'est là des fois que tu as des trucs incroyables qui sortent, Ouais. et comme, wow, voir que j'ai pensé à cette. J'ai fait une litote ou je sais pas quoi, puis là, t'es comme, bro, ça sort de où? Là, tu te là, Mathieu, il est mêlé. On fait un podcast, on va expliquer les litotes, les euphémismes, tout ça, on va tous les expliquer. Mais ouais, non, c'est vraiment une activité qui est le fun. Puis c'est ça, j'ai recommencé ça il y a pas longtemps. Ben, au secondaire, j'écrivais des pièces de théâtre principalement. C'est ça que je faisais, parce que j'étais dans le théâtre. Puis là, il fallait tout le temps écrire des affaires, puis tout le monde était... En fait, genre le 3/4 du monde, je savais juste pas écrire, était mauvais. Puis là, j'étais juste comme, OK, là, je vais aller me cacher chez nous pendant 2 jours, je vais juste écrire de quoi. Puis là, j'écrivais genre une pièce de théâtre pour comme le nombre de personnes qu'on était, qui durait genre 10 minutes. Fait que là, je revenais avec 20 pages de texte, j'étais comme, bon, OK, voilà, on fait ça. Puis là, genre, ça marchait tout le temps, puis j'étais comme, OK, ça marche, je sais pas. Mais c'était tout le temps des trucs comiques. J'ai jamais été capable d'aller dans le dramatique, je sais pas. Même quand j'essayais de jouer du dramatique, le prof riait, puis le monde riait, puis j'étais comme, I guess je suis juste fait pour faire du comique dans la vie, je sais pas, là. Fait que c'est ça. Mais là, j'ai recommencé à écrire il y a pas longtemps parce que je fais des chansons avec un de mes amis, là. Fait que j'ai recommencé ça. Fait que là, j'ai ressorti mes figures de style, puis tout, là. Fait que, ouais, non, c'est drôle qu'on parle de ça. C'est rare qu'on peut parler avec du monde qui écrivent au quotidien, là. C'est intéressant. Et on va-tu vers le vélo, alpinisme? Ouais, là, on veut savoir le sport, là. Parce que là, on est rendu à 55 minutes, pas de sport encore, là. Parce qu'elle vient de dire qu'elle arrêterait pas le sport, là. Le sport, c'est plus important que l'écriture. Que là, je suis intéressé, là. En fait, pour faire court, on va dire mon histoire sportive, c'est ça. J'ai commencé quand j'avais 4 ans. Quand on arrivait au Canada, en fait. Quand on arrivait de l'Italie, on arrivait à Montréal avec mes parents et au mois de juin. Et ce qu'ils ont fait, c'est dès que l'hiver a commencé, ils m'ont mis au lac des Castors avec des patins sur les pieds pour apprendre à patiner. Parce qu'ici, c'est ce que les gens faisaient, les gens patinaient. Donc, là, j'ai commencé. Après, j'ai pris quelques cours à la Gauchetière. Après, on a déménagé à Québec, donc la ville de Québec. Et là, j'ai commencé à faire des cours de groupe de patins qu'on appelle le patinage plus. Puis il y en a qui ont patiné, ils savent c'est quoi, le PP+. Et après, j'ai commencé à faire des cours privés de patinage artistique. Je pense que les cours privés, je les ai commencés vers 6 ans, je dirais. Et en même temps, j'ai commencé à faire du taekwondo. Donc ça a été comme mes 2 sports principaux. Pendant une année, j'ai fait aussi de la danse. Mais ça a été juste une année au primaire. Après, j'ai juste continué à faire patinage artistique, taekwondo. Et j'aimais vraiment ça. C'était comme mes 2 sports. J'avais 2 entraînements de patin et 2 de taekwondo par semaine. Et au bout d'un moment, le taekwondo, il manquait quelque chose, on dirait. Et je me suis arrêtée l'année où j'allais avoir ma ceinture noire. Donc ça, c'est un truc que avec le futur, j'ai un peu regretté. Mais j'en pouvais vraiment plus. J'étais vraiment... j'en pouvais plus. C'était même plus amusant d'aller au cours. J'avais plus envie d'y aller. Donc mes parents ont dit, OK, on va peut-être pas trop la forcer. Donc ça, c'était après 6 ans. J'avais 11 ou 12 ans.
Et le patin, ça aussi, j'ai continué. Il y a eu un petit moment où j'ai eu un petit down de motivation, mais mes parents m'ont vraiment poussée. Puis c'est au point que genre je pleurais pour aller à l'aréna et mes parents me traînaient dans la voiture, mais je devais y aller. Et au bout d'un moment, je suis vraiment reconnaissante qu'ils l'ont fait parce que j'ai continué de patiner après. C'était juste une passe moins motivante pour moi pour le patin. Puis c'est aussi là que j'avais changé mes patins. Et en fait, c'était une marque qui me convenait juste pas, donc j'avais tout le temps mal aux pieds. Et ils me croyaient pas. Personne me croyait que j'avais mal aux pieds vu que je commençais déjà à être démotivée. Ils pensaient que c'était en mode... C'est vraiment stupide, mais j'avais tellement mal quand je patinais que j'avais plus envie d'aller patiner. On a changé les patins et comme par hasard, ça commençait à aller mieux. Ma motivation est remontée et j'ai continué. J'ai aussi fait du ski de fond pendant 4 ans, en même temps que je faisais du patin. Et j'ai arrêté quand ils m'ont proposé de faire l'équipe de compétition. Et j'ai dit non. Et ça aussi, c'est un de mes regrets parce que j'étais vraiment très, très forte en ski de fond. J'ai fait 2 ans d'autodéfense entre-temps avec un mélange de genre jujitsu, un peu différents trucs. Et j'ai fait 3 ans, non, 2 ans, je pense, de futsal en même temps. Fait que mon année, on va dire, la plus chargée en termes de sport, ça a été patinage artistique. J'étais rendue à 3 fois par semaine, puis des fois, c'était comme 2 entraînements la même journée. Ski de fond en plus l'hiver, le week-end, avec du futsal pendant la semaine. Après, il y avait les autres cours de loisirs, genre piano et tout. Futsal, parce que je pense que Mathieu, il est mêlé, là. Oui, Moi, je sais c'est c'est quoi, du mais lui, il a soccer. l'air mêlé, là. C'est du soccer, mais dans un gymnase. Ah, ok, Ouais, c'est pas avec sur des, du gazon. c'est Ah, avec ok. des petits Non, c'est ça. ballons. C'est Ouais, dans un gym, puis le ballon est comme plus petit, vraiment dur, il est un là. peu plus petit, ouais. Ah, Parce qu'en ça fait, fait mal, là, ces mon ballons-là. école, l'histoire du soccer, c'est que mon école avait lancé un tournoi mondial de toutes les écoles du système français. Et ils avaient besoin de gens pour faire partir de l'équipe de notre école, parce qu'on était tellement une petite école qu'en fait, on n'avait pas d'équipe sportive. Et donc, ils ont pris les 3-4 filles qui jouaient au soccer, et après, ils ont fait des tests dans les autres personnes des classes. Et j'avais été sélectionnée, donc j'ai fait ce tournoi-là mondial, et qui était à Montréal, parce que c'est notre école qui le lançait, mais il y avait des équipes de Dubaï, Singapour et tout qui étaient venues, des systèmes français. Et l'année d'après, j'ai continué, mais j'avais comme trop de choses en même temps, puis c'était trop un nouveau sport, et je me suis dit juste me concentrer sur ce que je sais faire. Et donc, j'ai continué avec ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, OK, il faut que je fasse je peux pas tout faire en même temps, donc je suis restée sur patin, autodéfense, ski de fond. Après, j'ai laissé même l'autodéfense. Après, j'ai fait ski de fond, patin. Après, j'ai laissé le ski de fond. Puis c'était juste patin. Et à 16 ans, j'avais des douleurs de genoux depuis que j'étais toute petite. Puis on me disait que c'était la croissance, mais finalement, ça s'est jamais passé. Et à 16 ans, ils m'ont dit, ben, ta dernière saison, ben là, cette saison-ci, tu pourras pas patiner pendant la moitié de la saison. Donc, j'avais arrêté les sauts, je faisais juste quelques pirouettes et un peu d'habileté et de danse sur glace. Pas obligé de tout expliquer, mais c'est juste des domaines différents du patinage artistique. Et, à la fin, quand j'ai commencé à arriver au cégep, j'ai dit, bah, je sais pas si je vais être capable de continuer le patin. On m'a dit que j'avais les genoux trop abîmés pour patiner et j'étais vraiment démotivée. Donc, j'ai juste arrêté de faire du sport pendant mes 2 ans de cégep. Donc, quand j'ai arrêté, c'était arrêt total. Je bougeais presque plus, je faisais plus de patin, je faisais plus de ski de fond l'hiver. J'allais pas à la salle de sport, j'étais jamais allée avant non plus. Et là, je me suis vraiment déconditionnée. J'ai pris un peu de poids aussi forcément parce que je mangeais comme quand je faisais du sport, mais je faisais plus de sport. Et j'ai essayé de me réinscrire à la salle. Je pense que j'y suis allée 3 fois. Et genre, il y a vraiment rien qui allait. Et quand il y a eu la pandémie, j'ai commencé à faire du sport. Donc, j'écoute dans un de votre podcast que vous dites que vous n'avez pas fait de sport pendant la pandémie, à part toi, Will, avec ton gym maison. Ben, moi, ça a Ouais, été ça. Mathieu. Ouais, c'est ça. J'ai mis des vidéos sur YouTube, genre vraiment les vidéos, tu sais, genre Lily Sabri, Pamela Reeve, genre celles des filles, que c'est genre How to get your abs, et des choses comme ça. Oh non. Ouais, je sais, J'ai aucune idée c'est mais quoi. à ma J'ai rien défense, compris qu'est-ce que tu viens de dire. c'est pas grave, mais à ma défense, ça m'a permis de refaire du sport. Ah ouais, mais c'est super Donc, bon pour ça, là. C'est sûr, là. Mais tu sais, c'est là, je me suis marketing dit, aussi, là. ouais, vraiment. C'est très C'est un marketing. peu en même temps que c'est ça, mon père avait eu son accident et tout, je me suis dit, OK, là, je peux pas, moi, genre, faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester enfermée dans la maison à rien faire. Donc, j'ai recommencé le sport, j'ai commencé à bien manger, j'ai recommencé à bouger. C'est tout ce que je pouvais faire de toute façon avec la pandémie. Donc, j'ai fait ça, puis tranquillement, j'ai retrouvé ma condition physique. Je commençais à avoir moins mal aux genoux, à être moins fatiguée quand je marchais, je montais les marches. Et... Tu sais, c'était pas non plus comme une personne âgée, mais je sentais que tout était plus difficile que quand je faisais du sport. J'étais quand même en forme et en santé, mais c'était pas comme avant. Et après, c'est ça, j'ai commencé à aimer faire genre les exercices à la maison et tout. Et quand je suis arrivée à Montréal, je me suis dit, ben, je vais m'inscrire à la salle de sport. Et je verrai si j'aime ça ou pas. Donc, j'ai juste pris 4 mois. Et finalement, j'allais 6 fois par semaine. Et depuis, bah, j'ai pas arrêté, en fait. Du coup, c'est en 2021 qu'on a commencé le bac, je pense. Ouais.
Donc, depuis 2021, c'est 6 fois par semaine, je fais mes entraînements. Au début, je faisais un peu n'importe quoi. Tu sais, je regardais des vidéos, je les notais sur mon téléphone, genre c'était quoi les exercices pour pas écouter la vidéo en même temps que je m'entraînais. Et je faisais les exercices et les machines, ça a pris du temps avant de commencer à les utiliser parce que j'avais un peu peur et il y a personne qui m'avait dit genre quoi utiliser, comment faire. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me renseigner, à écouter des vidéos, genre notamment Jeff Nippard et genre Jeff Nassim. Nippard. Ouais, c'était Oh mon non. premier avec... c'est Euh, lui, genre c'est avec lui que j'ai commencé à plus m'intéresser. Et Ouais, c'est avec une bonne place Nassim pour en commencer, France. honnêtement. Là. ouais. Ouais. Et avec, je sais pas si vous le connaissez, mais Nassim en France, il fait des vidéos un peu musculation au début, c'était plus ça. Maintenant, ça a un peu changé. Et avec le temps, ben, ça a comme évolué. J'ai commencé à poser des questions à des gens autour de moi, regarder ce que les gens faisaient autour de moi à la salle de sport. Et j'ai vraiment vu comme ma force, mon état de santé, tout changer. Et là, j'ai commencé à écouter aussi d'autres, genre Dr. Mike et des trucs comme ça pour justement essayer Dr. d'aller plus loin. Mike. Ouais, pour essayer Hey, d'aller plus loin et tout. Puis Là, Là, Mathieu, tu il est commences à me heureux, parler, là. là. Là, ça Là, a je suis mais c'est plus changé. allumé, là. récent. C'est plus récent. Ça faisait, je le connaissais pas Mais avant. ça fait pas J'ai longtemps commencé il y a qu'il y a quelques comme... mois. Ouais, c'est ça. La J'ai commencé il y a popularité a quelques mois à explosé. suivre. Mm. Et j'ai jamais repris, par contre, patin, mes autres sports. C'est vraiment resté la salle de sport parce que mes genoux, j'ai quand même encore des douleurs. C'est vraiment des hauts et des bas. Donc, des fois, je repars en crise d'inflammation et je dois aller voir la physio. Je dois ralentir un peu les entraînements. Mais j'ai commencé à aimer la montagne, à aimer faire des randonnées, d'où le alpinisme, trek, les sports peut-être un peu moins communs ici. Mhm. Et vu que mes parents ils ont toujours fait du sport, j'ai un peu essayé de faire du sport avec eux aussi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire du vélo également. Je sais pas, Mathieu, la question que t'allais poser. Mais mettons, le workout split que tu fais, genre, comme tu dis au début, tu faisais un petit peu n'importe quoi, puis là, tranquillement, pas vite, t'as commencé à regarder des vidéos, pis tout ça. Mais genre, tu y allais quand même 6 jours par semaine. Ouais. Puis là, mettons, mettons, on essaie de faire une photo au début, ça ressemblait à quoi, versus en ce moment, ça ressemble à quoi, ton programme OK. d'entraînement? Au début, je faisais genre du upper, lower, Ok. mélangé. Des fois, j'essayais de faire plus bras. Je savais, je connaissais un peu genre le push-pull leg, mais je savais pas c'était quoi exactement. Fait que pendant, je pense, 2 ans après, ça a été du push-pull leg où je variais un peu mes exercices, mais j'aimais bien comme cette façon de fonctionner. Je faisais pas beaucoup de cardio. J'aimais pas trop ça. C'était genre 10 minutes de vélo, puis c'était assez... En fait, je m'ennuyais surtout. Et maintenant, depuis 3 semaines, 2 semaines, je suis revenue sur du upper-lower. Parce que je crois que j'avais atteint un peu un plateau. Je voulais mes jambes, j'ai comme des balancements un peu musculaires d'un point de vue vraiment pour ma physio, pour les genoux. Donc ça me permettait avec le upper lower d'avoir une séance jambes de plus dans la semaine. Et c'est ça. Donc j'ai un peu remanié mon entraînement. Je suis encore en train de tester, voir si j'aime ou j'aime pas, voir si ça marche ou pas avec ce que je fais. J'ai un peu baissé le nombre d'exercices, augmenté le nombre de séries, l'intensité, parce que je poussais pas assez fort. En fait, genre j'ai l'impression de pousser fort, mais on dirait que je poussais pas assez de ce que j'étais capable de faire. Tu sais, dans ma tête, je sortais des entraînements, j'étais vraiment fatiguée, je m'étais vraiment donnée à 100%. Mais là, quand je m'entraînais avec d'autres personnes qui poussaient plus que moi, puis qui me poussaient à aller aussi loin, j'étais comme, en fait, je suis capable de faire plus que ce que je pense. Et je m'étais mis des objectifs, genre réussir un pull-up d'ici la fin de l'année, être capable de faire des push-ups, genre des vrais beaux push-ups. Donc, petit à petit, c'est ça, j'ai commencé à faire ça. Et maintenant, en vrai, même juste pour m'amuser, là, même si j'avais pas de programme, je pense que j'aimerais quand même ça y aller. Tu sais, mettons, au niveau de ton genou, y a-tu vraiment des exercices que t'es comme vraiment plus limité? Mettons, squat, lunge, j'essaie de passer juste deadlift en général. Y a-tu des mouvements que tu peux moins pousser à cause de ça? En fait, ouais, c'est ça. Je travaille très peu en force maximale. Donc, tu sais, même si je fais du bench ou des choses comme ça, euh, je travaille pas vraiment avec ça. Le squat, c'est très difficile pour moi. Je peux en faire. Donc, techniquement, il y a pas, même genre la course et tout, techniquement, j'ai pas de sport que j'ai pas le droit de faire. C'est juste qu'il y en a qui vont causer plus de stress sur mon corps. Donc, tu sais, les squats, je vais juste pas mettre lourd, faire plus de répétitions ou aller sur la Smith Machine, essayer de plus travailler vraiment sur mind-muscle connection, puis vraiment plus forcer, peut-être faire genre des semi-reps, prendre des pauses en bas, changer les tempos, donc plus des choses comme ça. Puis ça va vraiment, c'est ça qui m'aide en fait. Puis en vrai, je m'en fiche de soulever lourd, genre c'est vraiment, tu sais, genre j'ai jamais fait de deadlift, j'en ai peut-être fait genre 2 fois dans ma vie. Puis comme pour moi, c'est pas ça le but, c'est juste que j'aime aller à la salle de sport, j'aime comme, c'est bizarre à dire, mais j'aime avoir mal aux muscles, comme j'aime sentir que il y a quand même de la douleur, il y a de l'effort, puis je veux juste continuer de progresser, puis voir que mon corps, genre, tu sais, je suis vraiment plus forte. J'ai jamais eu de upper body, genre j'ai tout le temps été plus des jambes avec les sports que je faisais. Là, je me disais, OK, là, je commence à avoir des bras. Genre, tu sais, il y a un de mes amis, il m'a pas vu de l'été, il m'a vu à la salle de sport, il a dit, est-ce que t'as pris des bras? Je pense que c'était genre le plus beau compliment qu'on aurait pu me faire. Tu sais, j'étais C'est genre, bon. ah, c'est trop bien, il a remarqué, on voit mes bras et C'est tout. bon, ça. Ah, c'est incroyable. Donc,
C'est ça. Puis je veux juste comme... En fait, moi, c'est aussi, je vais être capable de faire ce que je veux faire dans la vie. J'ai pas envie d'être limitée, que si je commence à courir, puis... C'est aussi un peu dans un esprit survivaliste, là, c'est vraiment stupide, mais... Me dire, si jamais je suis pendue genre en bas comme ça d'un avion, faut que je sois capable de me redresser pour survivre. S'il y a quelqu'un qui m'attaque, je dois être capable de courir assez vite sans m'essouffler, sans avoir mal aux jambes, puis être capable de m'enfuir. Ouais, puis tu fais Puis du je sais qu'on taekwondo on en est... plus. Fait que là, Ouais, mais pas attention, hein. ceinture noire, fait que là. Ouais, je sais. C'est, ouais. Faudrait que je recommande. Mon père, il m'a dit, faudrait que je fasse des cours de boxe pour être capable de me défendre. Il m'a dit, genre, je suis même prêt à te les payer, mais faut que tu sois capable de taper. Mm. Ouais, On t'est rendu que Lucretia a fait beaucoup d'entraînement, 6 fois par semaine même. Puis je trouvais ça très impressionnant. Puis, mais je trouve ça intéressant que t'as recommencé la salle, t'étais comme ça va être 6 fois par semaine, genre, direct en partant. Comme, Mais y a-tu une affaire de motivation que si je vais vraiment souvent, ça va plus me motiver, je vais plus garder la discipline un peu ou. non, c'est juste que moi, je suis vraiment têtue dans la vie. Fait que quand je me mets en tête quelque chose, genre, je vais le faire au point de craquer. Fait que c'est pas forcément bien, mais je me suis dit, OK, ben, une journée de repos, ça devrait être suffisant. Tu sais, push-pull-leg, ça fait 3 et 3. Une journée de repos, ça tombe bien. Puis, honnêtement, je sais pas sur d'où le 6 fois par semaine, parce que même au début, pendant la pandémie, c'était presque genre 7 fois. Tu sais, la journée où je faisais du repos, je marchais comme 2 heures dans la journée parce que je m'ennuyais à la maison. Puis, on dirait que dans ma, dans ma vie, ça a toujours été marche, tu sais, genre faire tout le temps beaucoup de sport. Donc, pour moi, c'est comme, ben, tu sais, 6 fois, je vais y aller tout le temps. Puis, le week-end, genre le dimanche, ça va être mon repos. Et il n'y a pas vraiment une raison pour le 6, mais vu que ça marchait pour moi, j'ai juste continué. Puis ça a toujours bien marché. Puis vu qu'il y avait une journée, c'est ça, où je travaillais, où je coach le matin pour le patinage artistique, je me disais, ben c'est parfait, ça va être mon rest day, mais j'ai quand même bougé. Fait. Dis-moi si je me trompe, mais tu sais, tu me parlais que tu aimais ça avoir un horaire régulier pendant l'été, puis là, d'avoir ton OK, je vais faire mon écriture, je vais faire mon entraînement, puis tout. Fait que ça se peut-tu que aussi le fait que c'est comme presque à chaque jour, t'as comme vraiment une routine, puis là, c'est comme similaire à chaque jour, fait que c'est quelque chose que t'es confortable là-dedans aussi? Oui et non. Oui et Donc non, oui, ok. parce que ça me fait du bien avoir ma routine, savoir exactement ce que je vais faire, vu que je vais facilement... Je suis un peu comme éparpillée dans ma tête, on va dire. Tu sais, je vais commencer quelque chose, puis je suis un peu maladroite parce que j'ai commencé quelque chose. Dans ma tête, ça va déjà être fini, donc je vais commencer à faire autre chose. Fait que tu sais, je vais un peu partir dans tous les sens, donc avoir ma routine, ça m'aide aussi. Puis j'aime quand même quand c'est structuré, clair. C'est comme l'école, moi, ça a toujours été méthodique, ça a toujours été, je donne mon maximum, je fais tous mes devoirs. Genre, je reste comme dans les règles. Tu sais, j'ai rarement fait genre des bêtises ou des choses comme ça, parce que moi, c'était vraiment, OK, il y a une règle, ben on suit la règle. À moins qu'elle ait aucun sens, mais je faisais quand même attention. Et donc, quand c'est dans la vie de tous les jours, j'aime ça, mais je suis quand même aussi capable de, tu sais, genre les voyages que je fais, les sports, les aventures que je fais et tout, c'est souvent très improvisé. Je sais pas où je vais dormir la nuit. Même quand je pars avec mes parents en voyage, c'est genre on arrive dans un hôtel, on sait pas quand on va dormir la nuit. L'hôtel finalement, ben turns out, il a été abandonné il y a 1 an, puis personne l'a dit, puis on a quand même réservé. Fait qu'on se retrouve dans un autre hôtel en face. Ça arrive au Vietnam avec mes parents. Fait que tu sais, il y a comme plein de choses comme ça, et on dirait que dépendamment des contextes, j'arrive vraiment à complètement me balancer de... Si je suis en voyage, souvent, ça va être très improvisé, très n'importe quoi, puis ça va m'aller... Et tant que je sais à peu près ce que je fais, genre, ça me dérange pas que ce soit pas bien fait, routine, mais pendant l'année, quand j'ai vraiment le sport, les devoirs, l'école, le travail, oui, ça m'aide à ce que ça soit tranquillisé pour être capable de tout faire. Parce que si je fais pas tout, je culpabilise. Donc, je me mets beaucoup de pression, tu sais, j'ai beaucoup de faut que je performe, faut que je fasse bien, et puis c'est même pas tant pour les autres, c'est surtout pour moi. Donc ouais, comme tu dis, avoir une routine un peu, ça m'aide aussi à dire OK, je sais que je vais tout faire, puis je vais pouvoir tout cocher sur ma liste de la journée. C'est très très bon. Puis aussi, tu sais, t'as dit que pendant la pandémie, genre, fallait tout le temps que tu fasses quelque chose, parce que sinon tu virais folle là, ou quelque chose. Ouais. Puis j'imagine que le fait d'avoir une activité sportive ou d'aller à la salle comme à presque tous les jours, ça fait comme ça coche quelque chose dans ta liste. Puis ça, est-ce que tu ressens que t'as comme un avantage à tous les jours, un bienfait, juste comment tu te sens, que tu te sens mieux après avoir peut-être entraîné, que ce soit juste mental ou même physique. T'as-tu remarqué quelque chose par rapport à ça, que si tu y vas pas, tu sens que t'as comme pas fait quelque chose ou il manque quelque chose? Ouais. Ça a Ouais. commencé pendant la pandémie, tu sais, même vu que j'avais peur de m'ennuyer pendant la journée, des fois, je splittais même mon workout, ce qui est peut-être pas la meilleure chose, mais genre 3 fois 15 minutes ou 2 fois 30 minutes pour en faire genre 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi, parce que j'ai comme sinon, je vais juste rien faire, je vais m'ennuyer. Donc, j'essaie de remplir ma journée en faisant ça. Et maintenant, ouais, c'est ça. Là, je vais, tu sais, c'est 6 fois par semaine, des fois 5 si je suis vraiment fatiguée ou je récupère moins bien, mais je dois me forcer.
Genre, ça arrive des fois que, tu sais, je commence mes entraînements, puis là, je fais mes cycles, et là, j'arrive au bout d'un moment, puis je me dis, ah, je suis plus fatiguée. Là, je regarde, en fait, j'y suis allée genre 13 jours de suite et j'ai pas pris de repos parce que j'ai oublié de prendre un repos. Fait qu'il faut vraiment que je me le dise, OK, aujourd'hui, c'est repos. Je me force à prendre repos. Puis une fois que je sais, je me sens bien et je sais que c'est bénéfique, on dirait que rien faire, pas bouger, j'aime pas ça. On dirait que je me dis, tu sais, genre, en fait, c'est surtout que j'ai envie. Donc, me dire, oh, faut pas que tu le fasses, même si t'as envie, même si t'aimes ça, parce que t'en as besoin pour performer et aller mieux. Genre, je le fais parce qu'il faut, mais si je pouvais y aller tous les jours parce que mon corps, il récupérerait même si j'allais là tous les jours, puis il n'y aurait pas de problème et tout irait bien, je le ferais. Mhm. C'est peu Type A importe le genre problem. d'activité, pas juste la muscu, tu sais, c'est vraiment, si je pouvais, je sais pas, moi, genre, si mes genoux me permettaient de patiner à tous les jours, je pense que je le ferais quand même. Comment t'as dit ça, Mathieu? J'ai dit c'est un problème de type A. Ouais, c'est ça. Personnalité type A. Dans le fond, ça veut dire, c'est parce que t'as type A puis type B. Puis type A, c'est les gens comme qui veulent tout le temps trop en faire puis qui sont trop, qui veulent tout le temps faire quelque chose. Puis type B, c'est les gens qu'on a besoin de leur donner un petit coup dans le cul là, pour qu'ils fassent de quoi là. Mm. C'est les deux types. Toi, on voit clairement tes type A. On le voit tout de suite. Ouais. Mais c'est drôle, puis c'est cool. Puis ouais, tu fais-tu des deloads des fois? Oui, Mais c'est difficile puis t'aimes pas ça. oui. Ok, J'ai c'est. pas envie, genre, c'est vraiment, comme j'en ai fait un récemment parce que, ben, c'est aussi temps que j'en fasse un, mais j'ai commencé à avoir mal à l'épaule. Et je me suis dit, OK, Ah, je vais faire un deload, c'est peut-être juste que je suis fatiguée. Et en fait, j'ai vraiment un petit truc à l'épaule, fait que je suis allée voir ma physio. Mais c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, j'ai l'impression de pas assez donner à la salle. J'ai l'impression que je suis en train comme de Mm. gâcher mon temps un peu parce que je me dis, oh, je pourrais tellement avoir un bon entraînement, j'ai l'énergie et tout. Et genre, je suis sûre que je pourrais soulever Mm. tellement plus lourd, faire comme d'habitude, mettre la même intensité, mais genre, je sais que je dois. Tu sais, Ouais. genre, je sais que j'en ai besoin. Ça fait que c'est pour ça aussi j'aime bien les vacances. Puis ça me permet de faire comme. mhm. Je m'entraîne pas tout le temps en vacances, dépendamment de où je vais et où je suis. Donc, des fois, ça m'oblige aussi à faire un deload. Puis quand je reviens, je suis comme, OK, oui, c'est vrai. Genre, mon corps, il a vraiment apprécié. Mm. Ouais, vraiment intéressant. Moi j'ai peut-être plus de facilité à prendre un deload, mettons. Là. Ça me dérange pas de skipper quelques journées. Sauf que des fois, après comme plusieurs jours, je commence à sentir comme. Des fois, je suis plus impatient, comme, puis là, je suis pas bien. Là, je suis comme. Il y a quelque chose, puis je suis comme je pense qu'il faut juste que j'aille m'entraîner. Puis après ça, je me sens tellement tout le temps mieux. Là. Ou des fois, quand j'ai une journée là, que comme tout va mal, puis là, tout me fait chier, puis là, je suis comme fâché, puis là, je vais m'entraîner, puis après, comme je me sens juste. Je suis comme revenu à la normale. Je sais pas si toi, Hey, Will, c'est ouais. similaire à ça, Ben, là, mais ben, ouais. ben oui, mais moi, je suis bouillant dans la vie, là, mais toi, je te vois tellement pas impatient, en tout cas. Je t'ai Ouais. rarement Ouais, moi vu. non plus. Je t'ai rarement vu Ben, impatient. ouais. Moi, c'est genre mon default setting, je pense. Je suis tout le temps semi en tabarnak, mais en tout cas, ben, en tout cas pas fâché, mais c'est tout le temps sur le nerf. Mais genre, à un moment donné, l'affaire du deload puis tu sais, des journées de repos, c'est genre, quand tu t'entraînes genre tellement fort, mettons, en powerlifting, genre, c'est plus que genre la fatigue musculaire. T'as comme une fatigue genre de ton système nerveux central. Là. Genre powerlifting, c'est vraiment genre c'est l'affaire qui est comme le plus tough, moi je trouve personnellement. Fait que genre les journées de repos, ils arrivent par elles-mêmes. Tu sais, mettons, hier j'avais une journée de repos, là, puis honnêtement, là, ça a fait du bien parce que là, genre, tu fais ta première journée, mettons, je fais genre upper lower, puis genre 4 workouts par semaine. Fait que j'ai 3 jours que je fais entre guillemets rien, tu sais. Mais genre, ça fait tellement du bien ces journées-là, parce que même Mathieu, au début, il m'avait mis 5 jours par semaine. C'était comme la journée de plus, j'arrivais, puis j'étais juste comme raqué, puis j'avais pas le goût. C'était comme pas tant intéressant. Fait que là, j'ai ramené ça sur une base de 4 jours, que ça fait des années que je roule là-dessus, puis ça va super bien. Fait que là, genre, mettons, je fais ma grosse journée de bas du corps. Fait que là, j'ai genre des squats, des deadlifts là-dedans. Après ça, une journée upper body. Fait que là, je fais tout ce qui est bench, puis tout ce qui peut aider pour le bench. Après ça, la troisième journée, là, j'ai genre, je suis tellement fatigué, genre, tous mes muscles sont fatigués, mais mon système nerveux central est juste brûlé aussi, genre. Comme ce phénomène-là qui rentre en ligne de compte. Genre, les seules fois que j'ai vraiment eu ça avec le sport, c'est comme quand je faisais vraiment beaucoup de sport, mettons, beaucoup de volleyball, basket, qu'à un moment donné, on dirait, ben, je faisais beaucoup de sport de saut, là. Fait qu'à un moment donné, de sauter tout le temps à journée longue, t'as comme une fatigue plus générale qui s'accumule aussi, genre. Mais c'est vrai que t'as des sports peut-être qui sont un petit peu plus, pas plus faciles, mais que t'as moins cette fatigue-là systémique, genre qui fait en sorte que tu pourrais en faire chaque jour, puis ça marcherait quand même, puis ça te donne le goût. Tu Du sais, mettons du vélo, ski de mettons. fond, ouais, du vélo, du ski de fond, genre. Tu sais, j'ai l'impression que si tu manages bien ton volume puis ton intensité, genre, tu peux en faire chaque jour du vélo, tu sais,
C'est C'est l'impression que ça, ça mais me c'est donne. aussi, je pense, au niveau de l'intensité, comme tu dis, C'est parce ça. que là, maintenant, on dirait que j'ai appris à prendre des journées de repos, puis comme j'apprends à les apprécier aussi, parce Mhm. que je sais que j'en ai besoin, puis comme c'est arrivé cette semaine, je l'ai pas pris à la journée que je devais, entre guillemets, la prendre, mais j'étais juste beaucoup trop courbaturée, C'est j'étais ça. trop fatiguée, je me disais, ça sert à rien que j'y aille, j'ai plus de chances de me blesser encore plus Ouais. si j'y vais que si je reste chez moi. Mais j'ai juste trop envie. Genre, c'est aussi pour ça, je pense que mes parents m'ont fait faire 45 000 sports en même temps. Parce que, tu sais, quand j'étais petite, genre, je deviens désagréable pour les autres, Mhm. en fait, et pour moi-même, parce que Mhm. je vais tout le temps parler, je vais tout le temps bouger, je vais comme courir partout dans la maison, je vais faire plein de choses. Puis, tu sais, c'est juste, on dirait un tourbillon dans la maison C'est qui ça. va partout. Alors que le sport, ça me permet de me canaliser. Puis, vu que ça me demande aussi beaucoup d'énergie, tu sais, je vais être comme plus calme, plus fatiguée après, mais une Ouais. bonne fatigue quand même. Mm. Puis aussi, comme disait Mathieu, genre, je me sens, si jamais je suis irritée, je suis fatiguée, il y a un truc qui va pas, juste y aller, je me sens mieux après. Ou même juste aller prendre une marche, des fois, c'est Hmm. suffisant. Juste comme sortir, même juste 10 minutes, prendre ma petite marche, je reviens, je suis comme, ok, c'est peut-être moi, genre, qui exagérais tout à l'heure et en fait, fallait juste que j'aille prendre l'air ou bouger un petit peu. Ouais, les marches, là, c'est vraiment C'est incroyable. sous-coté. C'est comme ça Ouais, qu'on c'est dirait en incroyable. En français. français, c'est ça. Je sais Ouais. pas. Sous-évalué peut-être? Ouais, ou ça, ouais. Sous-évalué. Je sais pas, en Mais toi, France, comment, c'est quoi qu'ils disent? Mettons, on veut dire underrated, ouais, overrated, parce que notre public est c'est quoi que les français. gens Sous-estimé. utilisent? Sous-estimé. Sous-estimé. Ok, Ouais, ouais. je pense. Faut que tu dises avec l'accent, Mathieu. Sous-coté. Sous-estimé. Sous-estimé. Sous-côté. Ça a l'air que notre public est français pour les vlogs Ah ouais? qu'on fait, puis que ça pogne un peu, là. Ça, c'est comme le trois quarts du monde, c'est des Français qui écoutent. Fait que là, on est comme, ok, on va s'ajuster. J'améliore mon vocabulaire. Pas Ouais, le Mais choix. ouais. moi, c'est juste l'accent, je pense. Fait que là, on peut parler de vélo, peut-être, ou moi, Ouais. vélo, alpinisme, tout ça, le voyage de... Tout ça, ça Ok. m'intéresse vraiment Je d'apprendre ça. vais tout expliquer alors. En fait, on a toujours voyagé. En fait, ça repart de mes parents. Faut vraiment commencer avec mes parents. Ils se sont rencontrés en faisant de l'escalade. Donc, mes parents faisaient beaucoup d'escalade en Europe, en Italie. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, qu'ils se sont mis ensemble. Et mes parents, ça fait très, très, très longtemps aussi qu'ils sont ensemble. Là, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Euh, et ils ont toujours fait de l'escalade ensemble. Ils ont fait de l'alpinisme ensemble. Ils ont voyagé en sac à dos ensemble. Donc, ça a toujours été très présent pour eux. Et après, moi, je suis née. Et du coup, ils ont un peu ralenti niveau escalade, parce que ça comporte quand même quelques risques que tu veux peut-être pas prendre quand t'as un enfant. Ils ont arrêté aussi l'alpinisme, mais ils ont continué de voyager. Donc moi, dès toute petite, ils me mettaient dans les sacs à dos. Tu vois, genre les papas avec l'enfant dans le sac à dos derrière. Bah, c'était ça. Moi, ils me traînaient partout et j'étais juste assise dans le sac à dos et je regardais ce qu'il y avait autour de moi. Donc, il y a des pays que je me souviens pas avoir fait. Et en grandissant, on a continué à faire un peu ce même genre de voyage. Donc, c'est sûr que il faisait des voyages un peu plus tranquilles, surtout quand t'as un enfant avec toi. Mais j'ai quand même, je sais pas, je pense que j'avais 14 ans quand je suis allée, 13 ans, 14 ans quand je suis allée à Haïti. Tu sais, ils m'ont amené pas juste voir genre les tout inclus là, c'était Mhm. tu sais, être vraiment dans Haïti, voyager parce qu'il y avait un ami de mon père qui travaillait là-bas, fait qu'on allait voir un peu qu'est-ce qui se passait. Ça, je suis allée au Vietnam, au Cambodge avec mes parents en sac à dos. Euh, Moi, j'ai fait un stage humanitaire en Équateur aussi. Donc, ça, c'est genre certains des pays qu'on a fait. Mais, tu sais, je pense que j'ai visité plus d'une vingtaine de pays, dont quelques-uns que je me souviens pas. Et là, mes parents, après, ont commencé à faire du vélo. Ils en faisaient un peu quand ils étaient jeunes, mais là, ils ont plus commencé. Puis, c'est du vélo de route. Donc, très normal. Ils prenaient leur vélo, ils allaient faire une petite sortie, ils revenaient. Et après, ils ont commencé le cyclotourisme. Donc, c'est voyager à vélo. Donc, c'est pas du tout les mêmes vélos. C'est des vélos plus gros, plus robustes, Mhm. plus lourds. T'as des sacs attachés à tes vélos, que ce soit devant, derrière, au centre, où il y a le cadre. Et là, ils ont commencé à en faire un, deux, trois, toujours plus long. Ils partaient toujours plus longtemps. Tu sais, je les voyais de moins en moins. Et je suis comme, OK, mais c'est quand même cool ce qu'ils font. Tu sais, ils ont traversé de la Floride, ils sont arrivés à Montréal à vélo. Ils ont fait ouest-est des States. Ils ont fait nord-sud des States. Ils ont traversé Chili-Argentine à vélo, ça c'est un des plus récents. D'ailleurs, mon père a écrit un livre là-dessus Ouais. que je vous en avez parlé. Et ils m'ont dit, OK, ben, est-ce que tu as envie d'en faire un avec nous? Je suis comme, ben, OK, vas-y. Genre, je fais du sport, pourquoi pas? Et on a décidé d'aller à Cuba. Donc, on hésitait un peu sur les destinations parce qu'il fallait quand même quelque chose d'assez facile pour moi parce que j'en avais jamais fait qu'on savait pas comment mon corps allait réagir à faire ça, surtout que je faisais pas de vélo avant, à part pour aller au travail ou des choses comme ça. Et donc, on allait à Cuba et on a fait une bonne partie de l'île à vélo. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Donc, on a pris un ancien vélo que mon père avait, on l'a un peu retravaillé, on a un peu changé certaines pièces pour l'adapter au cyclotourisme. C'était pas un vélo de cyclotourisme, donc c'était pas le plus confortable pour voyager, mais ça allait pour moi, pour le type de voyage qu'on faisait. Et donc, c'est vraiment, en fait, tu prends ton vélo, t'as tes bagages, tu le mets dans l'avion,
t'arrives, tu remontes ton vélo et tu pars avec tout ce que tu as besoin pour survivre sur ton vélo. Ça, Donc, c'est en un gros, c'est voyage ça le en type d'autovélo. pack-sac, mais sur un vélo. Ouais. Exact, c'est exactement la même chose. Puis c'est ça, en fait, avant, j'avais fait des voyages de pack-sac avec mes parents. Pack-sac plus relax, genre Vietnam, Cambodge, tu sais, on dormait dans des hôtels, dans des auberges. Et d'autres, c'était des pack-sacs un peu plus intenses, comme lui qu'on avait fait au Pérou en 2022. Ça, c'était vraiment du vrai pack-sac. On a fait des treks aussi, donc ça, on pourra en reparler après avec l'alpinisme. Et donc, ouais, c'est du pack-sac à vélo, en fait. C'est exactement ça. Moi, déjà, le bout de t'arrives, là, faut que tu remontes ton vélo, je suis comme, oh, Non, mais pour vrai, faut que c'est quand t'aies même des. assez drôle. C'est plein, tu sais, faut pas être stressé dans la vie, il faut pas Non, c'est avoir ça. peur de perdre un peu son Ouais. temps parce que sinon tu vas paniquer. Genre, nous, on arrivait à Cuba, nos vélos arrivaient pas, on voyait d'autres personnes qui étaient venues avec leurs vélos, ils les avaient, nous, on était là, bon, il va y avoir un problème, c'est sûr. Finalement, on récupère nos vélos. Tu sais, il faut trouver des taxis qui ont assez de place pour mettre les vélos à l'intérieur, fait que ça aussi, c'est un problème. Après, en arriver, faut aussi, ah oui, le truc aussi, c'est que quand tu arrives à un endroit et que tu pars pendant plusieurs jours, faut aussi, nous, là, vu qu'on avait amené des grosses valises avec beaucoup de choses à donner, euh, on devait s'arranger pour que les gens gardent nos choses pendant qu'on n'était pas là. Fait que, tu sais, on a demandé à la personne chez qui on dormait la première nuit si elle pouvait garder nos choses dans un coin de sa maison le temps que nous on fasse notre voyage de 3 semaines et qu'après qu'on revienne, on puisse redormir chez elle après 3 semaines, redémonter les vélos. Faut trouver des boîtes de carton aussi. Et par exemple, pour Cuba, on est parti avec les vélos chacun dans une boîte, mais pour le retour, ils avaient pas assez de place pour tous les vélos. Fait qu'il fallait essayer de faire rentrer 2 vélos dans une seule boîte de carton en respectant les limites de poids, de trucs comme ça. Fait que, tu sais, on a découpé des boîtes de carton, on les a recollées avec genre couteau suisse, du tape. Puis on a, tu sais, on a réutilisé du tape, genre on l'a réenroulé, on l'a gardé. En tout cas, c'est beaucoup d'aventures, mais c'est vraiment le fun. Mais je pense que c'est surtout ça l'important, c'est faut aimer ça parce que pour la majorité du monde, c'est comme un gros paquet de troubles, là. Les gens sont tellement Ah ouais, habitués de juste voyager dans des tout inclus. Ben, mais moi, ça m'ennuierait pour mourir, là. C'est très différent. Faut vraiment être motivé. ouais, faut oublier le confort, faut Ouais, c'est oublier ça. le, tu sais, la première journée, on est parti. Nous, à Cuba, on dormait dans des casas particulares. Donc, c'est des maisons, c'est comme des bed and breakfast autorisées par le gouvernement, mais tu dors chez la personne, vraiment. Et c'est très variable. Ça peut être de tu dors dans la chambre à côté de la leur à ils ont vraiment des chambres séparées parce qu'ils ont hérité d'une maison coloniale Mhm. quand le gouvernement a redistribué les propriétés. Et là, des fois, on a dormi dans des maisons incroyables et des fois, tu sais, on n'avait pas d'eau, on avait un lit déposé par terre et des choses comme ça. Et on est parti, tu sais, t'as pas beaucoup de bagages. Surtout là, c'était un plus petit voyage aussi, donc on n'avait pas traîné autant de choses. Mes parents, par exemple, quand ils ont fait Chili-Argentine, ils traînaient leur tente, ils traînaient pour 3 jours de nourriture minimum sur le vélo. Parce que des fois, ils dormaient sous les ponts, ils dormaient tu sais, dans la forêt, ils devaient se cacher de la route pour pas qu'on les voie qu'ils dormaient sur le bord de l'autoroute, des choses comme ça. Donc ça dépend aussi de où tu vas. Cuba, c'est un peu plus tranquille avec les casas particulares. Mais tu sais, on avait genre 3 t-shirts, 2 pantalons courts, un pantalon long, puis tu les laves dans le lavabo de la salle de bain le soir pour le Mhm. remettre le lendemain matin. Tu sais, tu sens pas très bon, t'es pas très propre. Il faut juste l'accepter. Si t'es plus princesse, si tu veux tout le temps avoir tes cheveux propres, être maquillée, avoir tout le temps des vêtements différents, tu peux pas faire ça. C'est littéralement 3 t-shirts, 3 pantalons pendant 3 semaines. Donc ça, t'as pas le choix. Mais tu sais, après l'expérience Cuba, y a pas grand-chose à voir pour le vélo. C'est surtout les gens. Donc tu le fais plus pour l'expérience de parler avec les gens. Puis c'est vraiment un peuple incroyable. On a tellement eu des belles discussions là-bas. Et juste, tu sais, dormir chez eux, c'est quand même très intime. Là, t'es vraiment avec eux. Tu les vois se réveiller le matin. Tu déjeunes presque avec eux. Donc pour ça, ça vaut vraiment la peine. C'est ça. Puis là, j'essaie juste de comprendre le système, là. Comment t'arrives à entrer en communication avec ces gens-là pour juste dire, hey, je dors chez vous à soir. Genre, Parce que tu as dit que c'était des Euh, maisons des particuliers, ben dans le fond, ouais, de personnes. C'est ouais. pas affilié avec le gouvernement ou lien, là, c'est juste En chez fait, des gens. c'est le gouvernement qui t'autorise à faire ça. Donc, nous, quand on arrivait dans les maisons, ils devaient envoyer nos codes de passeport au gouvernement, puis ils recevaient un message d'acceptation. Ok. Donc, eux, ils doivent se faire certifier par le gouvernement. Et en fait, on en a repéré quelques-unes à Cuba, parce que c'est quand même bien organisé. Il y a comme un site avec toutes les listes, et il y en a que tu trouves un peu au hasard, parce qu'ils ont un petit logo officiel à l'extérieur de la maison. Et en fait, on prenait notre vélo, on avait des étapes qu'on voulait absolument faire, et on pédalait. Fait que c'est en moyenne 70-80 km par jour. Et il y a des journées, on a fait un peu plus, genre des 100, 110, 120. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas du vélo de course. Donc, c'est Mhm. pas faire le plus vite possible en moins de temps possible. On partait à 9 heures le matin, on arrivait le soir ou l'après-midi, dépendamment des distances. C'est vraiment, tu prends ton temps. Le bus, les vélos sont aussi beaucoup plus lourds. Oh, ouais. Donc, tu prends ton temps pour y aller. Le but, c'est de regarder le paysage, de voyager, juste d'arriver avant que la nuit tombe. En fait, ce qu'on faisait, c'est que souvent, pendant un bout du voyage, on est comme allé dans une maison, puis elle connaissait des maisons, des amis dans chaque ville qu'on suivait, donc elle nous a donné le nom.
Donc, on arrivait le matin, tu sais, c'était textait entre eux et quand on arrivait, on savait déjà où on allait dormir. Et dans d'autres villes, c'était juste, quand on arrivait dans la ville avec le vélo, on faisait le tour et on demandait est-ce que vous avez de la place, est-ce que vous n'avez pas de place pour des vélos aussi. C'est arrivé 2 fois qu'on a eu peur de pas trouver de place où dormir. Donc, il y en a un, c'était la première nuit. En fait, il commençait à faire noir et on savait pas où on était. On était à genre à 45 km de plus de la ville d'après. Et dans le noir, c'est vraiment dangereux, surtout qu'on était perdu un peu dans la jungle. Et il y avait une route, mais c'était la jungle autour. Et en fait, il y a une petite madame avec son scooter qui arrive derrière nous, qui nous arrête, qui voit qu'on est touristes et nous demande si on a besoin de dormir à un endroit. Et comme par hasard, elle avait une maison en plein milieu de nulle part. Donc, on allait dormir chez elle. Et tu sais, j'ai les photos là, l'eau chaude, c'était genre un interrupteur à côté du pommeau de douche. Fait que tu peux imaginer à quel point c'est sécuritaire. La toilette, t'avais juste genre le bol de toilette en céramique, mais t'avais rien. Et pour tirer la chasse, fallait genre que t'ailles avec ta main dans le truc pour tirer la chasse parce que c'était brisé. L'eau, elle coulait 1 fois sur 2. On n'avait pas de nourriture le lendemain matin, donc on a vraiment dû la supplier de nous donner au moins du pain parce qu'elle voulait rien nous donner au début, elle en avait même pas assez pour elle. Donc elle nous a donné quelques morceaux de pain et un œuf chacun. Et tu sais, c'était vraiment comme ça, là, t'improvises un peu. Puis à d'autres endroits, on arrivait, ils nous préparaient du jus, des sandwichs, ils nous ont laissé des choses pour être sûr qu'on ait assez de choses à manger, et toutes des choses comme ça. Donc c'est très variable. Fait que Ouais. le thrill de faire un genre de voyage comme ça, tu sais, j'imagine il y a un petit peu des paysages, tu rencontres différentes personnes, tu as mentionné différentes cultures, tu as des conversations, mais c'est aussi, j'imagine, juste le fait de vivre un genre d'aventure comme ça, tu sais, que tu pourrais pas ailleurs, tu sais. Tu sais, mettons, dans la vie, mettons, au Québec, normal, tu pourrais pas vivre des aventures comme ça, c'est vraiment Mhm. différent, ça t'envoie vraiment quelque part, puis là, t'es comme, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, c'est comme un film, finalement, là, c'est comme, Ouais. ok, on est là pour 3 semaines, on est en vélo, puis on improvise, puis c'est comme j'imagine, c'est un peu quelque chose que vous recherchez quand vous allez faire des voyages comme ça. Non, c'est sûr, 100%. Tu sais, là, mes parents, mon père a 65 ans, ma mère, elle en a 54, et ils continuent à en faire. Donc, eux, c'est vraiment genre à l'intérieur d'eux-mêmes. Tu sais, ça fait partie de leur personnalité. Pour continuer à faire ça à 65 ans, dormir sous un pont, quand tu pourrais dormir chez toi au chaud, genre, oui, il y a ils dorment vraiment sous des ponts, des fois. T'as vraiment genre la tente mise sous un pont. Donc, tu sais, il faut vraiment que t'aimes ça. Et j'en parle avec d'autres gens, il y en a qui feraient jamais ça parce que c'est vraiment être constamment dans l'inconfort. Surtout voyager à vélo, c'est même pas que tu te reposes pendant la journée. Si tu pédales toute la journée, tu peux être fatigué, t'as mal aux jambes, des fois il pleut, des fois il fait 40 degrés. Nous, c'est ça une fois, comme je vous ai raconté, on a manqué d'eau. Donc, des fois, on n'a pas de nourriture, on mange genre des bananes et des Pop-Tarts à la journée longue, puis on garde nos petits Pop-Tarts qui doivent nous durer toute la journée. Ou de la viande de la veille qui est restée genre 4 heures au soleil, mais c'est tout ce qu'on a mangé, des choses comme ça. Donc, faut être prêt à être dans l'inconfort constamment. C'est pas des vacances, c'est un voyage. C'est pas la même chose. Même chose quand tu fais des treks ou de l'alpinisme, c'est toute la journée, tu es dans l'inconfort et tu dois être prêt à être dans l'inconfort tout le temps et te dire que peut-être même la nuit, tu vas peut-être pas tant te reposer que ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que moi, personnellement, j'ai jamais vraiment fait de voyage comme ça. Mes parents, c'est pas tant le genre de choses que eux ils aiment faire. Tu sais, ils se sont pas rencontrés en train d'escalader une montagne, je sais pas où, là. Mais, mais je trouve ça intéressant parce que ça montre un peu quand tes deux parents, eux autres, ils se sont rencontrés en faisant des activités, des aventures comme ça. Après ça, ça donne tu sais, quelqu'un comme toi, genre, qui est comme un peu partout, puis il faut que ça bouge, là. C'est quand même drôle de voir les parallèles par rapport à ça. Mais ouais, puis dans le fond, tu t'en vas en voyage, puis c'est vraiment une aventure, puis comme tu dis, t'es dans l'inconfort. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu dans notre monde moderne où est-ce qu'on a vraiment beaucoup de confort, c'est un peu une façon d'aller rechercher cet inconfort-là, rechercher, tu sais, quelque chose de différent. Puis aussi, ça fait sûrement des méchantes bonnes histoires à raconter après ça. Si à chaque jour, il se passe des affaires que t'aurais jamais pensé, puis tout est improvisé, ça doit vraiment être, tu sais, comme tu dis, je pense que c'est ton père, il a écrit un roman ou un livre par Ouais. rapport à ça. Tu sais, c'est le genre d'affaires que dans la vie, mettons, au Québec, qu'on est tous confortables, on a toute, tu sais, une voiture, on a l'air climatisé, on a un lit. Tu sais, c'est vraiment différent. Puis je trouve ça cool. Puis après ça, j'imagine quand tu reviens au Québec, tu sais, ça te fait prendre en compte comme toute la richesse un peu qu'on a, puis le confort dans lequel on vit au quotidien, puis ça te fait peut-être rendre compte à quel point on est choyé au final, là, j'imagine. Ouais. En fait,
C'est assez étrange, mais je me sens tout le temps mieux quand je ne suis pas ici. Je me sens tout le temps mieux en vacances, en fait, en voyage, même si c'est, tu sais, même si c'est pour dormir par terre, dormir, je sais pas moi. Quand je suis allée en Équateur, on dormait. À un moment, on a été dans un refuge, donc on dormait dans la jungle, un refuge pour animaux. Puis tu sais, genre, j'étais plus heureuse de me réveiller puis de voir appeler mon ami pour aller à la salle de bain parce que j'avais peur qu'il y ait un serpent ou un singe, plutôt que genre être tout le temps ici. Genre, j'aime ma petite vie, pouvoir aller à la muscu, être sûre de, tu sais, si j'ai besoin de quelque chose, je vais à l'épicerie à côté et je sais que j'aurai les moyens de m'acheter de la nourriture. Mais on dirait que je suis comme au fond de moi. Je suis plus heureuse quand je suis dans ces endroits-là. Parce que, juste déjà, ben, les paysages sont incroyables. Les gens, les connexions que tu crées quand t'es en voyage comme ça, c'est vraiment très différent parce que t'es vraiment un peu laissé à toi-même. Tu sais, c'est juste toi avec l'autre personne. T'as pas tout, justement, l'espèce de, je sais pas comment dire, de brouillard autour de la vie de tous les jours. Tu sais, ton téléphone, la plupart, genre quand je suis allée en Équateur, je l'ai même pas amené mon téléphone. Au Pérou, le trois quarts du temps, on n'avait pas le réseau. Cuba, même chose, fallait que tu payes pour avoir une carte qui te donne des minutes d'internet et tu veux te déplacer dans les parcs où il y avait accès à internet. Donc, tu sais, c'est vraiment des choses comme ça. Après, je dis pas que je déménagerai à Cuba parce que la situation politique et genre ce que eux ils ont, c'est vraiment terrible. Comme par exemple le prix des œufs. Genre, ça m'a vraiment marqué. Une boîte de 30 œufs, ça coûte le salaire mensuel d'un médecin. Donc, Ok. c'est très. Ils ont encore des livrets comme à la guerre de tu vas chercher ta ration de pain, tu vas chercher ta ration d'huile, puis ça fait genre 2 mois que t'as pas assez de riz pour toute la famille parce que le gouvernement donne pas assez. Donc, tu sais, je dis pas que faut aller vivre dans certains pays à cause des situations. J'ai juste que il y a peut-être certaines choses qu'on devrait prendre de comment ils fonctionnent, de comment ils réfléchissent, de comment ils s'adaptent. Et tout est plus simple, les gens sont plus heureux, tu sais, les connexions que tu crées avec les personnes avec qui tu parles, comme en Équateur, c'était en 2000, début 2019, je pense, juin 2019, et je pars encore avec la famille avec qui j'étais. Tu sais, on est parti, tout le monde pleurait, les grosses larmes aux yeux, puis ils sont habitués à avoir des familles, puis à chaque fois, à avoir des gens, puis à chaque fois, ils pleurent parce que tu crées tellement une connexion avec ces gens-là que c'est des choses qu'on pourrait avoir ici aussi. Hein. Je dis pas que c'est impossible. J'ai juste que, on dirait que le contexte est comme moins favorable de, t'as ta vie, t'as ton travail, t'as ta voiture, t'as tes réseaux sociaux, t'es tout le temps dans cette espèce de choses-là, donc tu perds un peu le reste. Et en plus, quand je fais ces voyages-là, je peux faire du sport, donc pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. J'ai tout, j'ai le sport, j'ai découvrir des nouvelles personnes, j'ai découvrir juste des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, donc c'est incroyable. Est-ce quelque chose à rajouter, William, par rapport à ça? J'ai autre chose que je veux pousser, mais. Ah, vas-y, vas-y. Mais moi, qu'est-ce qui me fascine un peu aussi dans ça, c'est parce que, dans le fond, notre psychologique, notre neuroscience, elle compare tout le temps à qu'est-ce qu'on connaît, comme. Fait que, tu sais, des fois, mettons qu'on est dans notre monde moderne, dans le confort, etc. Après ça, tu sais, tout est tellement comme, tu sais, beau, tout le temps parfait, que dès qu'il y a une petite affaire comme qui est pas comme d'habitude, là, ça fait comme, oh mon Dieu, là, c'est la fin du monde, comme, ah, telle affaire marche pas, oh non, si l'Internet est planté, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, tu sais, je trouve que il y a beaucoup de gens que des fois, ils sont full stressés, ou tu sais, ils ont une grosse réponse émotionnelle pour des affaires que c'est comme, tu sais, au final, c'est pas tant grave. Puis tu sais, quand tu compares à tout qu'est-ce qu'on a, c'est pas si pire. Puis, mettons, on a tellement de choses qui peuvent nous apporter du bonheur, du plaisir dans la vie de tous les jours qu'à un moment donné, on réalise plus comme que certaines affaires simples, ça peut nous apporter du bonheur, du plaisir, des choses comme ça. Puis, quand tu t'en vas dans un pays où est-ce que c'est un petit peu la misère, tu sais, en comparaison à nous, à tous les jours, ben après ça, tu sais, mettons, passer à travers ta journée, t'as tellement des épreuves, des choses, qu'après ça, les choses les plus simples de la vie, comme redeviennent comme une source de bonheur, redeviennent une source de plaisir. Tandis que des fois, je trouve qu'aujourd'hui, on peut se perdre un peu dans notre confort, puis on réalise plus qu'est-ce qui est beau, parce qu'on est tout le temps tellement habitué, c'est tellement notre normal, que ça prend des choses encore plus incroyables pour nous impressionner, pour nous faire sentir d'une certaine façon. Puis là, quand tu me parles de ton voyage, tu me parles de, tu sais, c'était difficile, on fait du vélo tout le temps, tu sais, des fois on n'a pas grand-chose à manger, tu sais, je dors par terre, tu sais, il fait chaud, il pleut, on est dans le mouillé, on pue. Puis là, finalement, c'est drôle parce que tu dis tout ça, mais au final, t'es genre, ah, j'adore ça être là-bas, je me sens plus heureuse. Puis, tu sais, tu sais, t'apprends à apprécier les choses simples de la vie. Fait que je trouve ça vraiment intéressant de, tu sais, plus au niveau psychologique,
de faire cette comparaison-là avec notre monde aujourd'hui. Puis peut-être ça peut nous donner des idées comme comment qu'on peut intégrer ces choses-là ici pour qu'à tous les jours, on puisse vivre une vie qui nous rend plus heureux puis qu'on peut apprécier les choses les plus simples de la vie. Je trouve ça vraiment Ouais, intéressant. ouais. C'est vraiment... genre, je repense même à l'Équateur, par exemple, tu sais, ils étaient en train de reconstruire la maison dans laquelle on était. Et tu sais, on marchait sur du ciment, là, il y avait rien. Et le toit était ouvert parce qu'ils étaient en train de comme, le reconstruire. Fait qu'ils avaient mis des trucs pour boucher le toit en attendant. Et tu sais, on arrivait le soir après notre journée, on allait travailler dans les champs, des choses comme ça et tout. Et la famille disait, OK, là, on va vous préparer un souper, on va faire un truc rapide parce que vous avez faim. Et tu sais, leur souper le plus simple, ça prenait 1 heure à cuisiner. Mais quand on a... c'est une soupe de légumes, pâtes, Ouais. poulet bouilli. Mais tu sais, c'était tellement comme tout le monde était tellement heureux d'être là. Ils pressaient, genre les enfants pressaient le jus, la maman elle cuisinait, après le père revenait du travail, on mangeait tout le monde ensemble. Et après on parlait à la table ou tu sais ils mettaient de la musique puis ils dansaient dans le salon et c'est tellement des choses, c'est tellement des petites choses mais qui font toute la différence que des fois on oublie de faire ici. Et tu sais juste au final prendre un moment le soir, comme par exemple avec mes parents, on joue tout le temps aux cartes le soir, on se fait genre 1 à 2 parties de cartes. Et c'est comme, tu sais, c'est vraiment pas de téléphone, une tisane, jeu de cartes, le même jeu depuis je sais pas combien de temps. On est rendu à genre 3000 parties, on les compte toutes. Fait qu'on a un score qui date de genre, je sais pas, de la pandémie, je pense qu'on a commencé. C'est tellement des petites choses comme ça, mais au final, genre, quand je vais voir mes parents au Québec, j'ai hâte qu'on joue aux cartes. Je suis comme, OK, genre là, vous êtes obligés, même si vous êtes fatigué, je m'en fiche, je suis là 2 jours, on joue aux cartes. Fait que c'est vraiment juste des petites choses, d'essayer de comme tu disais, de les remettre dans notre quotidien. Parce que je dis pas de genre abandonner notre quotidien, aller vivre, tu sais, dans la forêt, avec pas de frigo, pas d'électricité. Genre, on a le droit aussi d'apprécier ce qu'on a, mais juste un peu relativiser et dire est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qu'on a. C'est Tu sais, plus ça. changer notre Genre, perspective, tu sais, ouais, puis être, tu sais, c'est ça, genre, d'avoir de la gratitude pour certaines choses qu'on a. Des fois, ça ouais. peut aider après ça à vivre notre quotidien, là, je pense. Puis comme même sans aller dans cet extrême-là de, par exemple, Cuba ou à vélo ou l'Équateur, qu'on est resté dans des familles, des choses comme ça, dans un refuge dans la jungle. Juste faire des petits voyages pour se déstabiliser un peu. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et au Pérou, par exemple, qu'on a fait les treks, on en a fait 2. On a fait un de 5 jours. Donc, trek, c'est comme une randonnée en montagne, mais c'est juste longue durée. Et on en a fait une de 5 jours. Et là, on était quand même, tu sais, on avait un guide parce que c'est dangereux ce qu'on faisait. On marchait de Cusco, ben, un peu plus loin de Cusco, là, parce qu'on a quand même pris le bus pour aller jusqu'au Machu Picchu. Et il fallait quand même avoir un guide parce que d'ici, t'arrive quelque chose déjà où tu connais pas le chemin, ou s'il pleut, les conditions et tout. Mais tu sais, on est quand même bien encadré. On portait un plus petit sac parce que les chevaux, ils amenaient les trucs les plus lourds. On avait quelqu'un dans l'équipe qui nous aidait à cuisiner. Fait que le midi, tu sais, on avait des repas. Le soir aussi, puis c'est quand même des repas riches. Fait que là, on n'a pas manqué de nourriture, mais c'est déjà, pour moi, c'est la première fois que je faisais ça. Donc, c'était un premier pas dans l'inconfort et d'en voir si j'aimais ça ou pas. Et j'ai réalisé que j'aimais ça. Donc, après, on a pu monter le niveau d'inconfort, tu sais, toujours plus. Et on a fait aussi une ascension d'un volcan. Donc ça, on est monté à 6075 mètres d'altitude. Et ça, genre, c'est moins de 50% du niveau d'oxygène que t'as au niveau de la mer. Et tu sais, c'est vraiment... C'est pour parler d'inconfort, je pense que ça, avec mon voyage en alpinisme, ça a été les 2 choses les plus difficiles que j'ai faites de ma vie. Genre, le voyage à vélo à Cuba, c'était facile, pour te dire, genre, par rapport à ça. Et... mais tu te dis, genre, tu sais, tu te mets dans l'inconfort et tu dis, je sais que je suis capable, tu repousses un peu tes limites, t'es vraiment dans ta tête, fait que tu réfléchis. Et au final, t'es tellement content quand t'arrives en bas. Tu sais, on a mangé dans la même tente qu'une autre équipe qui avait fait la... Là, j'étais juste avec mes parents et un guide, mais il y avait un groupe de randonneurs qui l'avaient fait aussi. Et avec un autre guide, et tu sais, finalement, ils nous ont invités à manger sous leur tente parce qu'ils avaient cuisiné plus et nous, on n'avait pas de nourriture. Fait qu'ils nous ont juste, on a tout le monde mangé, tout le monde a parlé, fait qu'on a partagé des expériences. Et c'est vraiment ce côté-là de ce genre de voyage plus minimaliste de vélo, alpinisme, trek, que t'es beaucoup dans la communauté, dans le soutien, dans juste parler, s'enrichir des expériences des autres. Et ça, je trouve aussi que c'est pas mal, en plus de faire du sport. Donc, c'est le meilleur des 2 mondes. Tu sais, quand on pense l'évolution de la technologie puis la modernisation, l'industrialisation, c'est quand même arrivé tard dans tout le temps que l'espèce humaine, tu sais, était sur la Terre. Tout le long, on n'a jamais vraiment vécu dans le confort, là. Tu sais, Ouais. toute notre évolution, on était tout le temps dans OK, est-ce qu'on va avoir quelque chose à manger à soir? Est-ce que, tu sais, c'est Mm. tout le temps dans la misère un petit peu? Mais il faut croire que on a quand même continué, puis on a comme appris à évoluer dans un environnement qui était un peu hostile. Fait que c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'on est peut-être fait un peu pour ça, comme on est fait pour, faut bouger à chaque jour, faut avoir des défis, faut avoir des choses à surmonter, des problèmes
à trouver des solutions, puis des choses difficiles. Puis après ça, ben, quand on a réussi à passer au travers de ça, là, on a comme nos sentiments, puis tout de OK, ouais, j'ai accompli quelque chose, puis ça te pousse après ça à continuer, puis à faire une journée de plus, puis à survivre. Puis c'est quelque chose que aujourd'hui tout est rendu tellement plus facile, tout accessible, qu'on a comme perdu un peu ça. Puis des fois, on se cherche, on sait plus on est qui, on sait plus c'est quoi le but dans la vie. Mais quand tu reviens à une civilisation qui est comme aussi simple, tu sais, comme tu dis dans tes voyages, puis que tu as des épreuves, tu as des choses que tu dois, tu sais, tu es dans ta tête, puis OK, un petit peu plus, je suis capable. Puis après ça, tu sais, quand tu arrives finalement à ton break, puis là, tu sais, tu relaxes, tu peux jaser avec les gens de, tu sais, de leur point de vue, leur expérience, comment c'était. Tu t'es autour d'un repas. Puis tu sais, même si c'est comme pas super bon, quand t'as faim, puis quand t'as passé à travers de quelque chose, tout est bon au final. Ouais. Ça, Mm. c'est sûr. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant là, au niveau de la psychologie, encore une fois. Là. Puis comme, mettons, pour revenir plus nutrition aussi par rapport à ce que tu viens de dire, genre quand on a fait le volcan, tu sais, on avait un peu de nourriture dans notre sac, puis on a mangé dans une tente à 2 heures du matin quand on a commencé l'ascension. Et tu sais, quand je suis redescendue, là, c'était une soupe, bouillon de poulet, une cuisse de poulet, un peu de pâte, un peu de carottes coupées, puis je pense que c'était genre la meilleure soupe de ma vie. Parce que c'était tellement... Genre, j'y repense encore, là, je sais même pas comment j'ai fait. Genre, pour vrai, je sais, il faisait -27 avec sans le facteur vent. Il était 4 heures du matin. J'arrivais pas à respirer. J'étais fatiguée. On avait fait d'autres voyages avant. J'avais encore un peu mal aux genoux de mes voyages, genre du trek d'avant. Et je sentais plus mes pieds parce qu'en plus, on n'était pas équipés pour une température aussi froide. Ils nous disaient qu'il allait faire froid. Fait qu'on a quand même amené des trucs chauds, mais pas à ce point-là. Et en fait, une fois, je suis presque tombée parce que je sentais plus mon pied tellement j'avais froid. Fait qu'on s'arrêtait, t'as genre le guide qui me réchauffait les pieds, mon père qui me réchauffait les mains, ma mère qui essayait de trouver quelque chose dans le sac qui pouvait m'aider. Et je me suis dit, OK, ben, on va réessayer, je vais recontinuer parce que j'étais genre, s'il faut que je monte à 4 pattes, genre, je vais monter en me traînant, mais je vais arriver en haut. Et au bout d'un moment, quand le soleil s'est levé, c'est plus tranquille. Donc en fait, il fait très froid. Juste avant le lever du soleil, c'est encore plus froid. Puis après, avec le soleil, ça va mieux. Mais tu sais, c'est juste, il fallait que je me disais, OK, un pied à la fois, je vais avancer. On dirait que je pensais à rien pendant un moment, à part juste pas tomber, pas mourir, genre, littéralement. Et au final, quand je suis descendue, ben, j'étais tellement heureuse. J'ai mangé un peu de chocolat en montant, puis c'était tout ce que j'ai réussi à manger. Et en redescendant, c'est là qu'on a pu avoir un vrai repas. Ça, c'est quand même assez extrême, là. C'est des hautes altitudes, et moi, j'avais jamais fait ça avant non plus. C'était la deuxième fois. Genre, quand j'ai fait le trek de 5 jours, 2 semaines avant, c'était la première fois que je marchais pendant 5 jours d'affilée. J'ai juste fait quelques randonnées. Puis là, après, mes parents, ils se disent, OK, bon, on va faire un 6 000. Même eux, ils s'étaient arrêtés, je pense, à 4 800 avec le Mont Blanc. Ils étaient jamais montés au-dessus. Et là, ils étaient en mode, OK, ben vas-y, on essaye. Donc, j'ai aussi mes parents aussi qui sont comme un peu, c'est ça, je leur ressemble un peu là-dessus, c'est on essaye, on verra ce que ça donne, puis tant pis si ça marche pas. Mais l'autre truc le plus difficile de comme sortir hors de sa zone de confort, c'est ça, c'était l'alpinisme. Donc, l'été dernier, c'est comme du trek, donc c'est de la longue randonnée toujours, mais en haute montagne. Et en fait, il faut que tu sois capable de manier genre la pioche parce que tu as une pioche dans tes mains, tes crampons vu que tu marches sur de la glace et de la neige. Et dans certains sentiers, tu as aussi de l'escalade. Mais ça, c'est à des niveaux plus avancés. Là, moi, c'est pas ce que j'ai fait. C'est la première fois que j'en faisais. Et là aussi, quand c'est la première fois que tu fais ça, ça fait 3 jours que tu marches, tu montes en altitude, tu t'es pas forcément acclimaté avant. Tu traînes tout ton stock sur ton dos de tes vêtements, ton équipement, ton casque, ta pioche, tes crampons. Et tu marches dans la neige, la nuit, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais, il y a les risques d'avalanche, t'arrives en haut, tu marches genre sur cette distance et tu peux pas mettre, c'est un pied devant l'autre, c'est pas un pied à côté de l'autre, sinon tu tombes en bas puis t'attaches à d'autres personnes, fait que si tu tombes, tu traînes tout le monde avec toi. Donc tu sais, c'est vraiment, ouais, mais je vais peut-être plus rentrer dans les détails après là, parce que dit comme ça, c'est genre pourquoi les gens feraient ça, mais c'est juste, tu sais, moi, ça, c'est une façon que j'ai trouvée aussi pour sortir de ma zone de confort. Je sais que c'est assez extrême, puis il y a plein de façons de le faire aussi en restant, tu sais, à la maison au Québec, en faisant juste d'autres habitudes de vie. Mais moi, j'aime aussi cette espèce de sensation, tu sais, c'est vraiment des sensations fortes, là. T'es sur le sommet d'une montagne, tu vois en bas, tu vois genre à 3 000 mètres en bas, et tu continues de marcher. Moi, je trouve que c'est vraiment incroyable, là, mais il faut être prêt aussi tu sais, à avoir ça. Tu montes une montagne au je sais pas où, en Amérique du Sud, puis là, il fait genre, c'est plus froid qu'au Québec, là, il fait genre -27, là, c'est fou, là. Avec le vent, puis là, t'as pas d'oxygène, là. Tabarnouche. Ça prend. Faut t'aimer ça, faut t'ailler le goût, honnêtement, là. Moi, c'est ça qui, je retiens le plus, là. C'est vraiment, faut que tu sois motivé, là, parce que c'est pas Ouais. tout le monde qui ferait ça, là. Puis c'est plus dans la tête que physique. Ben oui. Genre, l'alpinisme. Faut que tu gagnes chaque seconde, elle dirait, là. C'est tout le temps, genre,
À chaque Ouais, c'est seconde, tu peux genre. abandonner, mais tu Ouais. peux pas vraiment abandonner en même temps si t'es rendu comme à moitié du chemin. Là, tu peux pas juste. En tout cas. Non, c'est ça. Comme nous, c'était un cours de débutant, là. Fait que la guide aussi, elle nous donnait des explications pour savoir comment faire pour manier la pioche ou marcher et tout. C'est la première journée, c'était juste la rando très normale. On arrivait au premier refuge, elle nous expliquait les nœuds, un peu la pioche. Deuxième journée, on est redescendu dans le glacé, on est remonté au deuxième refuge et c'est la troisième journée qu'on faisait vraiment l'ascension à marcher sur la neige et la glace. Et tu sais, on était quatre au total. On se connaissait pas et tu sais, t'es un peu laissé à toi-même quand t'es pendant la journée, surtout la dernière journée de l'ascension. T'as quand même un temps à respecter parce qu'après ça devient trop dangereux avec le soleil, la chaleur et tout. Vu que de un, c'est pendant l'été que moi je l'ai fait et de deux, c'est un été particulièrement chaud. Donc même la guide était un peu inquiète parce qu'ils disaient genre tu sais, il y a une roche qui nous est tombée devant quand on a commencé la journée, puis c'était encore la nuit, donc elle disait cette journée il va faire très très chaud, faut qu'on se dépêche. Et la troisième journée, donc la dernière pour l'ascension du sommet final, je pense qu'après 45 minutes de marche sur la partie neige, on en a fait 1 heure et demie sur des cailloux. Je me suis dit, je sais pas comment je vais arriver en haut. Après 45 minutes, je me disais, là, genre, j'aimerais ça me faire téléporter chez moi parce que j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force. On n'a même pas commencé à monter. Genre, il restait au moins 4 heures et demie de marche. Et en fait, c'est juste la tête. Genre, je me disais, j'ai chanté Les Trois Petits Chats en boucle pendant 4 heures à une vitesse, mais genre 0,3. Et c'était juste pour me donner le rythme pour mes pas. Fait que c'était genre trois petits chats, puis ça me donnait le rythme, puis je répétais ça dans ma tête. Quand il y avait une pause, je mangeais, parce que j'ai jamais eu aussi faim de ma vie. Et parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup de nourriture aussi. Le refuge nous fournissait la nourriture le matin et le soir. Mais quand on arrivait, soit tu devais payer, ça coûtait extrêmement cher parce que c'était en Suisse en plus. Donc c'était des sandwichs que je m'étais traîné quelques barres. Fait que la deuxième journée, j'avais dîné avec une barre protéinée. Puis j'avais soupé le soir. Et le lendemain matin, tu sais, j'avais stocké des trucs du déjeuner que j'avais essayé de mettre dans mon sac. Mais tu sais, c'était que je pouvais manger, on mangeait. Puis même la guide, elle nous disait, même si vous n'avez pas faim, vous devez manger parce que vous allez arriver en haut et vous n'aurez plus assez d'énergie. Puis ça devient dangereux aussi parce que si t'es plus concentré, c'est pas juste avoir faim. C'est que si t'es plus concentré, ça devient mortel. Parce que t'as des trous dans la glace, faut que tu sautes par-dessus certaines crevasses des fois. T'es attaché à d'autres personnes. Fait que, tu sais, comme eux, ils peuvent pas se permettre de faire une erreur. Toi aussi, tu peux pas te permettre de faire une erreur. Elle nous a préparé au cas où quelqu'un tombe, des choses comme ça, comment réagir. Mais tu veux éviter. Puis quand je suis arrivée sur le sommet, genre, j'ai pas peur des hauteurs, rien, mais, tu sais, marcher genre sur ça, avec ton sac à dos, t'es fatigué, t'es attaché à des gens. En plus, il faisait très chaud, fait que la neige, elle fondait, donc on s'enfonçait, on trébuchait un peu. C'est comme, tu mets ta pioche d'un côté, ton bâton de l'autre pour essayer de rester en équilibre. T'avances le plus lentement, c'était très à pic, fait qu'on était presque à quatre pattes, avec les mains par terre et la pioche pour monter. Et par contre, quand t'arrives en haut, c'est incroyable. Genre, si c'est un sentiment d'accomplissement, de réussite, t'as comme toute l'adrénaline qui descend, du stress de, que je suis arrivée en haut, je suis pas morte, j'ai réussi. Après, il faut que tu redescendes, mais c'est comme, genre, c'est pas beaucoup plus facile la descente parce qu'on s'enfonçait énormément à cause de la neige qui fondait. Mais t'es juste, on dirait que le facteur de stress, ça passe sur le bout dangereux de la montagne, sur la crête en haut. T'es comme, tu sais, au pire, il y a une avalanche. Mais je veux dire, moi, c'est aussi un peu ça, ma philosophie, là, c'est que, tu sais, si je suis avec un guide qui sait ce qu'elle fait, s'il y a une avalanche qui nous tombe dessus, c'est parce que, tu sais, ça devait arriver, puis la vie avait fait en sorte que, tu sais, je devais mourir à ce moment-là, là. Tu sais, c'est pas comme si je faisais exprès de me mettre dans le trouble d'aller dans un endroit où je sais qu'il y a des risques d'avalanche et ça risque de tomber à ce moment-là. Mais faut que tu acceptes aussi de dire, tu sais, c'est la nature, t'es dans la montagne. C'est pas toi qui décide, c'est la montagne qui gère. Fait que tu t'adaptes un peu à ce qu'elle te donne, puis tu fais ton chemin et, mais c'est, moi, je le recommanderais, là. Genre, si quelqu'un pouvait faire ça, je dirais, allez-y, c'est incroyable. Ben, ouais, au Québec, à part le Ouais. Mont-Tremblant, le Mont-Sainte-Anne, il n'y a pas, y a pas grand-chose qu'on peut faire, Ouais, mais non, faut faut aller voyager en ou aller dans Europe, c'est l'Ouest, ça. mais Hey, Très cool. c'est Très, très incroyable. cool. C'est incroyable. Ouais. Les trois petits chats, là, ça, c'est légendaire, là, honnêtement. Là. Ça, c'est la chanson que mon père me chantait quand j'étais petit à tous les jours. Puis là, a été utilisée pour monter une montagne en Suisse. Faut regarder le C'est pace. quand même incroyable. ouais. Puis là, moi, ce que je veux savoir, quand t'étais rendu en haut, là, tu sais, là, tu peux voir comme la Terre, là, tu peux voir super loin. Ouais. Fait que la réponse, est-ce que la Terre est plate ou est ronde, là? C'est La quoi, Terre là? est plate. Ah ouais. Je le savais. Fait Je que le c'est pas savais. vrai, ça, le bout que quand t'es en haut, tu vois
La Non, c'est pas courbature. vrai. Oui, tu le vois. En fait, ça dépend de t'es à quelle altitude. Genre, je te dirais à 3000, 4000. Le premier 4000 que j'ai fait, on voyait absolument rien. Mauvaise condition. Fait que c'était de la brume. Je voyais à peine, genre, 1 mètre de moi. Mm. Le 4000 là en Suisse, il y avait comme un tapis de nuages. Fait que c'était quand même très impressionnant parce que tu voyais les montagnes sortir du tapis de nuages. T'as l'impression d'être comme Mm. dans le paradis presque. C'est fou, là. Et le 6000 par contre, là oui, tu vois, genre j'ai des photos, tu vois un peu c'est comme, c'est pas rond là, c'est pas genre un demi-cercle, mais la ligne n'est pas droite, genre tu le vois. Mais il faut vraiment être à une bonne altitude et que les conditions soient idéales. C'est nous comme il y avait, c'est genre là où j'ai fait le 6000, c'est 7 volcans qui entourent une ville. Donc nous on a fait un des volcans et vu que les autres montagnes étaient plus derrière nous, t'arrivais à voir le plat plus loin. Et donc il y avait beau soleil, pas de nuages. Là tu vois vraiment, c'est comme tu sais, on dirait que c'est comme si quelqu'un avait essayé de tracer une ligne droite à la main, mais il avait pas réussi. Ça C'est ressemble un bon, peu ça. à ça. Mais il faut vraiment être très haut. Fait que Ouais. vous savez, confirmé ici, la Terre Ouais. est ronde. La Terre est ronde, Confirmé désolée. par Ça la prenait une science. alpiniste, ouais, c'est ça. Pour le Ouais, savoir. désolée de décevoir, Exact. mais c'est rond. Il faudrait que je me prépare à partir, Mathieu. Fait que Bon, ben, faudrait merci peut-être beaucoup closer ça. de t'être prêté au jeu, puis de Plaisir. d'être venu sur notre podcast. Pour vrai, c'était vraiment intéressant de voir ta perspective, de voir, tu nous as parlé de ton parcours, puis tu sais, les sports que tu fais, puis ton quotidien, puis tes aventures que tu as faites en voyage, en alpinisme. C'était vraiment super intéressant euh, d'en apprendre plus sur ça, sur toi. Fait que merci beaucoup. On espère peut-être que tu reviendras jaser avec nous sur le Ouais. podcast dans le futur. C'était vraiment le fun. Avec plaisir. C'est vraiment le fun pour vrai. C'est vraiment un beau projet. Fait que moi, je dirais continuer là, inviter le plus de gens possible. Puis pour vrai, c'est vraiment intéressant ce que vous faites. Merci. Ouais. Toi, Will, as-tu quelque chose à rajouter? Non, c'était un très bon épisode, très mindset de croissance. Puis il y a des bouts, c'était même David Goggins, j'ai vraiment aimé ça. That's it. Alright. Ben, merci beaucoup. Puis on se reprend la prochaine pour un prochain épisode de Mindset Croissance. À plus tout le monde.